Ouais, non, Ouais, Zal, t'es là jeudi, j'espère. Ouais. Bon, bah, jeudi. Mais Ça, c'est les trucs à pas dire, ça. Ça va se retourner comme ça. Mais moi, j'ai confiance en lui. Mais- Tu penses qu'il sort quatrième? Tu penses qu'il va en mais ça, comme il dit, le repas, ça va être compliqué aussi. Ouais, non, Ouais, Zal, t'es là jeudi, j'espère. Ouais. Bon, bah, jeudi. Mais Salut les amis, vous m'entendez bien? Salut. Ouais, Yo. très bien. Petite vidéo pour resituer un petit peu tout ça. Ça va les gars, en Exactement. forme? Tout le monde va bien? Braque, Kanto, Ça va. Zal. Vous avez passé, Ça va bien. vous avez passé une bonne Ligue des Champions, une bonne petite journée? Une bonne semaine, on peut le dire. Ouais. Une bonne semaine. Ouais, il y avait plein de choses intéressantes. Zal, t'en as pensé quoi toi? Ah, je me suis régalé. Qu'est-ce qui t'a régalé le plus? Alors, un peu des deux. Oui mais Ça fait quoi? modeste du PSG et bah, Marseille, j'en parle même pas. Hein. Je pense que je pense que avoir tout dit en fait déjà quoi, tu vois. Ok. Ok. Putain, Kanto, tu m'as l'air un peu timide dans ce début d'émission. Ouais, j'ai un peu le trac. C'est vrai qu'on est beaucoup sur le chat, donc j'ai un peu le trac. Bon, Braque, je te laisse prendre le fil tranquillement. Là, je vois Non, que c'est mais- un début. Non, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que des comptes sont à régler aujourd'hui. C'était très marrant. En tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Émission donc spéciale Ligue des Champions, débrief. Alors, on va d'abord aussi dire un petit Oula. mot sur la liste de l'équipe de France, quand même. Elle est sortie là tout à l'heure, cet après-midi. Donc, faut qu'on en parle. Vous allez bien sûr pouvoir dire à tout le monde quels sont les choix qui vous paraissent lunaires, quels sont les choix On que vous auriez finit fait par vous. la liste ou on commence par la liste? Non, on va commencer par la liste Ah très merde, rapidement. je pensais Un qu'on petit- finissait par la liste, du coup. Non. On va Ok, faire un ok, petit ça 5 m'envoie- minutes. C'est moi qui fais la régie, les gars, du coup, dès qu'il y a un petit truc, tu vois, ça m'envoie au casse-pipe, quoi, c'est ça le problème. Par Ok. exemple, l'écran noir, c'était de ta faute. Ah non, l'écran noir, c'était pas de ma faute, là. Ça va, on rigole. Ah, Donc, le débrief donc, de ce fameux OM Francfort, le match retour entre Zal et Kanto, bien sûr, parce que l'aller a eu lieu lundi et c'était bien drôle. On va revenir sur tout ça. Et- Le match du PSG, il y a pas mal de choses pas à de dire retour. aussi. Non, mais c'est le retour, appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, il va y avoir un face-à-face, c'est évident. Le match du PSG avec le Maccabi Haïfa, où on a Oh, vu des comme choses j'ai quand dit. même qui nous ont un petit peu surprises. Attends, Zal, hein, juste finis après, tu pourras enchaîner. Et bien entendu, un gros focus aussi sur ce fameux Bayern-Barcelone, parce que là aussi, c'était très chaud. Je pense que dans ce match-là, il n'y aura pas que de la négativité, en tout cas vis-à-vis du Barcelone, parce qu'on a vu un très gros Barça, en tout cas sur une bonne partie. Donc je pense vraiment qu'il y a de très beaux enseignements à tirer de ce match-là, malgré la défaite du Barça. Vous allez pouvoir chacun en parler. On regardera aussi bien sûr le programme des clubs français en Europa League ce soir, histoire de voir voilà, quel match on va regarder. On sait déjà quel match on va voir, bien entendu, mais on regardera un petit peu tous les autres. Alors, ce soir, Bruce est là déjà, vous l'avez reconnu. Ça va, Bruce, t'es en forme? ça va, tranquillement. Milan a fait le boulot. J'attends Nantes maintenant, voilà, 18h45. S'ils font le taf aussi, ça sera un très bon milieu de semaine pour moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, ta semaine, elle était déjà pas mal la semaine dernière, même s'il y avait eu un petit nul du Milan. Ça va, la semaine était déjà assez cool, il y a eu de belles émotions. Oui, tranquille. Et sur ça une va. bonne lancée, on va dire. Ça va, ces derniers temps, j'ai pas trop à me plaindre. En ce Ok. moment, Kanto, ça va? j'ai plutôt bien. Hein. Ouais, écoute, ça va. Forcément de la déception de ce match-là. Une déception qui sera vite évaporée quand on va taper le Sporting. Mais Oula. voilà, ça va. On fait avec. Au passage, très belle asset fait par Yanis là pour le petit combat face à Zal. Elle est très cool. Ça m'a presque envie aimé de me donner pour de vrai. Après, comme j'ai dit tout à l'heure sur la convo WhatsApp, pas contre Zal quoi. Il a 50 ans de bagarre d'expérience, donc on va éviter. Quoi. Elle affiche, on aura dit que c'était l'UFC 280, tu sais, l'affiche du prochain Ouais. combat. Ah. C'était marrant. Franchement, j'avoue, Yanis, bravo, un très beau travail, c'était bien fait. On salue Poineau aussi, bien entendu. Après, en Zal, termes de poids, Zal, je sais pas combien tu fais par rapport à moi. Je pense que tu fais un peu plus. bah oui, il est plus grand déjà. Il est un Ouais. poil plus grand, mais ouais, il va falloir 63 tomber à mon kilos, poids, quoi. Ah, bah, va falloir tomber à mon poids. Hein. Il n'y Ah a ouais. pas le choix. Le Y a combat, pas il le choix. pourra pas partir comme ça. Non. Zal est là aussi, donc ça va, Zal?
Ouais, ça va et vous? Ouais, il a Ça l'air d'avoir va. le sourire. Apparemment, vous donc, m'entendez bien, mais on me voit mal. Hein, d'après Ouais, que ce je que je vois. te disais un peu, ouais, ça pixelise un peu. Mais Oui, tranquille, ça tranquille. pixelise. Quand on sera en petite cam, ça se verra Ça moins. fait beaucoup, là. Non, t'inquiète, Ok. tranquille. Bon, On allez dirait les gars, Paris, quoi. je vous propose d'y aller tout de suite. Petite super code boostée, Bruce, je te laisse l'afficher. C'est sur le match entre Nantes et Karabakh, mais je crois que tu l'as déjà affiché. Hein. Juste, je la rappelle très rapidement. Si Je Moises vais t'afficher Simon ça, t'inquiète. ou merci, ou Ludovic Blas marque dans ce match, et bien voilà, c'est une cote qui passe de 3 à 3,40 tout simplement sur le site PMU Sport. C'est Vous allez cadeau, dessus. Simon ou Blas, ça va le faire, Oui. Nantes, j'ai foi. Oui, normalement l'un des deux va marquer, donc on est On très espère. bien. Merci à PMU pour cette super code boostée. Bon, on commence avec la liste de Didier Deschamps. T'as la liste sous Oui, la main, oui, Bruce, je ou l'ai, pas je l'ai, Tu je l'as l'ai. affiché Je l'ai, Très bien, je très bien. t'affiche ça. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, les amis, vous allez pouvoir nous dire un petit peu, est-ce que cette liste vous séduit? Est-ce qu'il y a des noms qui vous plaisent? Des noms peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, notamment Badiachil, qui est appelé pour la première fois, si je dis pas de conneries, en équipe de France. C'est intéressant. Après, il y a des joueurs, bien sûr, qui reviennent, mais on sait qu'il y a une petite pénurie de joueurs en ce moment, de joueurs clés, en tout cas, ou cadres. On appelle ça comme on veut. Du coup, Deschamps a un petit peu dû s'adapter. Bruce, bon, on te laisse commencer. Hein. Toi, t'en penses quoi de cette liste quand tu la vois? Bah, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'absents, donc faut composer avec les forfaits. Donc on s'attendait à avoir des nouvelles têtes, voire des retours avec Giroud, bien évidemment, qu'on attendait quasi tous, je pense. Maintenant, j'espère juste qu'il ne le refait pas à l'envers une 12e fois pour le prendre, pas le reprendre, ainsi de suite, et qu'il fera bien le mondial. Surtout que bon, ces derniers temps, il fait le boulot. Après, moi, vous me connaissez avec Kolo Muani, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur, voilà, forcément, avec son passé à Nantes, etc., que j'ai beaucoup suivi et que je trouvais très bon. Bon, là, il est à Francfort, etc., il a commencé à se montrer, donc c'est très cool et je pense vraiment que sur la durée, c'est un joueur qui peut aussi nous faire du bien. Alors, je dis pas que dans la hiérarchie, tout de suite, il va tout bousculer tranquille. Là, forcément, comme on a dit, il y a des forfaits, donc ça permet de tester des nouveaux joueurs, mais ce profil de joueur, on ne l'a pas forcément, il sait tout faire, donc ça peut être intéressant pour l'avenir, ça me fait plaisir pour lui. Le retour de Dembélé, qui fait évidemment plaisir, mais ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus. Et puis, après, peut-être les petits bémols, à mon sens, c'est qu'on n'a toujours pas Lafont, qui devrait, pour moi, faire partie des 3 gardiens, bien évidemment, aux côtés de Yoris et Maignan, qui sont, à mon sens, les trois meilleurs gardiens français aujourd'hui. Et voilà, il y a aussi, bon, il a parlé un petit peu de Kaloulou, etc., qu'on aurait peut-être pu voir. Voilà, vu qu'il y a quelques absences, etc., il s'est imposé à Milan. Voilà, c'est pas n'importe quel club et il est performant. J'aurais peut-être aimé aller, pourquoi pas le voir, mais bon, je pense que c'est qu'une question de temps s'il continue comme ça. Bon, si on regarde le chat, certains sont pas trop en accord avec Deschamps sur le Carabian, en tout cas, qui a donc été appelé. Certains aussi réclament Alan Saint-Maximin. Évidemment, c'est vrai qu'en ce moment, il est quand même en Il forme. n'avait pas pris un alors après, il est coup- blessé en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, je crois que c'est aussi pour Ouais. ça, lui. Hein. A priori, il est blessé, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, oui, qu'on aurait peut-être aimé voir dans cette liste. Zal, quand toi, tu regardes cette liste, pareil. Après, c'est pas non plus, on n'est pas encore à la Coupe du Monde, hein, c'est pas les 23 qui vont aller au Qatar. Mais quand tu la vois comme ça, est-ce que tu aimes la démarche de Deschamps de faire appel à des petits nouveaux? Deschamps, pour moi, c'est le moment de tester des nouveaux joueurs. Peu peur, c'est quand tu vois que Rabiot, c'est le mec qui a le plus d'expérience ça fait un peu peur. Mhm. Mais l'idée, à mon avis, c'est de tester un maximum de joueurs avant de faire sa vraie liste. Mais de toute façon, il a déjà sa liste en tête, à peu près à 3-4 joueurs près. Mais l'idée, c'est ça, je pense, c'est de tester un maximum de joueurs avant. Et non, ouais, bah moi, tu sais, j'ai toujours eu confiance en Deschamps, donc quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, pour moi, je valide, en fait. Je serai jamais contre ses choix. Ok, ouais, toi, t'as une grosse confiance en Moi, je l'aime Deschamps. moins, Deschamps, Ouais, je pense que honnêtement. c'est pas le cas de tout le monde. Bah, ces derniers temps, mais encore une fois, c'est un peu Giroud qui symbolise ça, mais ce qu'il a fait à Giroud, ouais. Rappelé, il l'a rappelé, et ça, c'est En fait, il les met au frigo pour bien que les mecs ils soient vénères et tout ça, et l'effet Deschamps. Bon, alors Zal, tu coupes beaucoup, hein, J'en suis juste certain. pour info, ça coupe beaucoup. Et non, Deschamps sur Giroud, ça n'a pas été le cas. Là, il l'a dit, il voulait plus s'en servir en
en tant que... il avait dit que vu que c'était un joueur confirmé, il voulait plus s'en servir, etc. Et en tout cas pas le mettre sur le banc, parce qu'il a du mal à mettre des joueurs sur le banc qui est installé en équipe de France. Pour moi, non, c'est juste un changement de plan qu'il y a eu. Giroud, c'est même pas pour le Titi ou quoi, puisqu'il faisait le boulot. Pour moi, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est terrible parce que Giroud, le pire, c'est que c'est pas du tout un joueur qui va venir t'embêter si tu le mets sur le banc. C'est un joueur qui a toujours prouvé qu'il était quand même fiable d'un point de vue comportement. C'est son bouche-trou ces son derniers temps. attitude avec Giroud, elle a C'est pas son été bouche-trou. top. Elle a pas été top. C'est à l'image de la carrière d'Olivier Giroud. De partout où il allait, quasiment, il s'est toujours fait chier dessus, alors que c'est un garçon qui a toujours fermé sa gueule, qui a toujours travaillé et qui a toujours marqué beaucoup de buts. Mais voilà, ça a jamais été glamour Giroud, donc c'est un peu à l'image de ce qu'il a subi et vécu toute sa carrière, des critiques. Il a beau les faire taire à chaque fois. On a eu beaucoup de difficultés même à le dégager de cette place de titulaire de l'équipe de France, parce que le mec, à chaque fois qu'on n'en voulait plus, il plantait. Et puis voilà, de toute façon, on l'a vu pendant la dernière Coupe du Monde, quand on voulait cette attaque, je crois que c'était Dembélé, Mbappé, et je sais Dembélé, plus qui Mbappé, devant. Giroud. Et Grisou. Non, et Grisou. Et Grisou, qu'on voulait enlever Grisou. Giroud parce que justement on voulait un football total. On s'est rendu compte que contre l'Australie, on avait été nul à chier et que finalement on était un petit peu Giroud dépendant dans ce poste-là. Toi, Quentin, t'en penses quoi de la liste, toi, du coup, quand tu la regardes? Alors d'accord avec Bruce, si je dois parler du poste de gardien de but, je vois aucun intérêt à sélectionner encore Areola, bien qu'il ait très bien compris sa place et que c'est jamais quelqu'un qui va prétendre à une place de titulaire. Maintenant, quitte à faire ça, soit prendre un joueur d'expérience pour le remercier et pour lui faire vivre sa dernière Coupe du Monde, et dans ce cas-là, je pense à Steve Mandanda, soit prendre un jeune performant, et dans ce cas-là, je pense forcément à Alban Lafont, qui, pour le moment, est parti pour prendre la relève derrière, éventuellement, après Mike Maignan, même si on sait que on n'est pas à l'abri d'ici 2-3 ans, il y a un nouveau gardien de but qui soit un crack et qui viennent rabattre les cartes, mais sincèrement, je vois pas trop l'intérêt à prendre Areola. Pour le poste de défenseur, étonné de voir Badiachil. On parlait énormément de Disasi, son coéquipier à Monaco. Alors, j'estime que les deux sont de très bons défenseurs, mais ne sont pas encore tout à fait mûrs pour pouvoir espérer prétendre à l'équipe de France. Je pensais peut-être un petit peu plus voir notamment Fofana, qui est sélectionné avec les espoirs. À mon sens, c'est peut-être celui qui est le plus mûr à l'heure actuelle pour pouvoir évoluer en équipe de France. Après voilà, on sait que c'est une liste avec pas mal d'absents, donc je ne mettrai pas ma main à couper que Badiachil aille un petit peu plus tard à la Coupe du Monde, mais bon, voilà. Ouais, c'est pour équilibrer les pieds qui fait ça. Tu sais, tu vois, il aime bien avoir un gaucher et un droitier derrière. Ça, oui, ça, c'est vrai que c'est par rapport à ça. Bon, après. Exactement, c'est pour avoir un gaucher. Bon, quand il arrive, ça va lui donner un peu d'expérience. On sait que c'est un bon joueur d'avenir, comme tu dis, même s'il estime qu'il n'est pas mûr maintenant, peut-être qu'il le sera dans très peu de temps. Donc, c'est bien aussi de lui permettre d'évoluer en équipe de France pour pouvoir franchir un cap. Non, moi, c'est au niveau du milieu de terrain où c'est quand même assez. C'est pas alarmant, mais c'est vrai que c'est une compo très jeune, très expérimentée à ce niveau-là en équipe de France. Bien qu'on est tous au courant qu'il y a beaucoup d'absences, et je pense notamment à Pogba et N'Golo Kanté, mais voilà, dans cette liste, malheureusement, je crois que Rabiot sera titulaire. Pourquoi malheureusement? Parce que voilà, je suis pas un grand fan du joueur, même si je lui reconnais des qualités. Mais voilà, je sais pas si ce milieu de terrain qui a toujours été notre poste fort, je suis curieux de voir si on met deux jeunes, si on met Tchouaméni Camavinga, Tchouaméni Fofana, comme on a pu le voir dans le passé. Guendouzi, j'ai du mal à le voir prétendre à une place de titulaire, bien que ce soit des matchs un petit peu sans importance, j'ai envie de dire. Enfin bon, ça reste quand même la Ligue des Nations, des matchs officiels, mais pour moi, qui n'ont pas une énorme importance aux yeux de Didier Deschamps. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon. Je suis content de voir un petit peu de nouveauté. Et dans tous les cas, il fallait faire du bricolage parce qu'il y a beaucoup d'absences. Donc c'est une liste qui va rassurer certains joueurs sur la potentielle présence à la Coupe du Monde, mais qui n'est absolument pas définitive parce qu'il y a tellement d'absents qu'il y en a beaucoup qui vont jamais revenir. Alors de toute façon on en reparle lundi, vu que la France affronte la semaine prochaine, d'ailleurs c'est dans une semaine tout pile, hein, elle affronte l'Autriche au Stade de France, on en parlera et bien entendu on est tous bien au courant qu'en Ligue des Nations on était déjà tellement loin dans le groupe et j'ai l'impression que oui comme tu l'as dit,
Ils s'en foutent tellement de cette compétition que bon, il n'y aura pas non plus grand-chose à en tirer, même si ça reste quand même important pour la Coupe du Monde à venir, voir un petit peu C'est vrai. les attitudes différentes des joueurs. Oui, Bruce. Excuse-moi, Wack, juste pour conclure là-dessus. T'inquiète. C'est vrai que quand tu vois le milieu de terrain et quand tu sais que Pogba, bon, a priori, c'est mort. Kanté, on ne sait pas aussi dans quel état on l'aura pour la Coupe Ah, du il y est Monde, plus etc. trop, là, C'est vrai que le milieu de terrain pour le mondial, quand même, c'est vraiment le truc qui va peut-être faire un peu peur parce qu'il y a quand même pas mal d'inexpérience. Heureusement, il y a eu des départs, notamment au Real, Casemiro qui est parti. Du coup, Tchouaméni, tu vois, il prend beaucoup d'expérience quand tu es dans un club comme le Real, etc. Ça aide beaucoup. Kamavinga aussi qui joue de plus en plus et tout. Mais c'est vrai que quand tu vois le milieu de terrain, tu as le sentiment que ça peut manquer quand même un peu d'expérience et ça fait un peu peur pour la Coupe du Monde quand tu sais que tu vas jouer des vieux briscards et qu'en général, l'expérience, c'est ce qui fait la diff aussi au mondial, quoi. Non, mais ce sera très intéressant de voir la suite de tout ça. Rendez-vous lundi, et bien sûr lundi dans 2 semaines aussi, bah voilà, pour un petit peu en parler de ces matchs-là. Au moins celui contre l'Autriche. Je vous propose du coup d'ouvrir la page Champions League. On a plein de choses à voir et on commence tout de suite avec le match de l'OM, bien sûr. L'OM qui recevait Francfort à la maison. L'OM qui promettait l'enfer, qui promettait voilà, un retour en grande pompe à l'Europe entière. On a vu les banderoles. Kanto, Mais bien c'est pour ça que entendu, a Kanto, il est disparu. parti. Kanto, Et oui, il a disparu, bien entendu. C'est viens normal, là, il on voulait- t'a dit. Et tu vas où? Reste là. Il voulait juste faire en fait la créa avec les stats, hein, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Vous voyez bien sûr voilà, les statistiques de ce match. L'OM a un petit peu plus eu le ballon, c'est vrai. Et l'Eintracht Francfort a plus frappé au but, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre-là. On va commencer par toi, Bruce, parce que Oula. voilà, entre Moi, je les pense- deux, Siffle pas une faute. Laissons Kanto commencer, c'est son club, Braque, je te propose. Non, justement, Bruce, justement, on commence par toi parce que derrière, il y a comme je t'ai dit, il y a le match Zal-Kanto. Alors avant que ça monte, on commence doucement. Dis-nous un petit peu, parce que toi, c'est vrai que t'étais pas forcément pessimiste, tu l'as rappelé lundi dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a des choses en tout cas que tu trouves assez insuffisantes du côté de l'OM Ouais. pour justement voilà, être performant. J'étais un peu entre les deux. Après, je vais Oui. pas revenir sur ce que j'avais dit et faire le mec. J'avais quand même dit que je voyais un léger ascendant quand même à la maison avec le public et j'ai le sentiment quand même que cette saison, il pouvait y avoir du mieux du côté de l'OM, tu vois. Voilà. Mais malheureusement, Tours même mal, on va dire, où l'OM, t'as le sentiment, Tours, ce truc de te dire oui, t'aurais pu mieux faire, etc. Je me répète chaque semaine, à chaque fois que c'est la Coupe d'Europe, mais on a un gros problème à ce niveau-là. Et voilà, tout simplement, l'OM, peut-être que finalement, on va pas complètement les enterrer maintenant, mais on va pas se mentir. Quand tu vois la poule et que tu sais qu'il faudra passer devant Tottenham, il y a le Sporting qui est déjà à 6 points, etc. On va pas se mentir, ça sent vraiment pas bon. Enfin, moi, perso, maintenant, je crois plus du tout en la qualif. Faudrait essayer, pourquoi pas, de choper la 3e place pour être reversé en Europa. Mais pour ça, il faudra passer devant Francfort, ce qui va être compliqué aussi. Donc voilà, j'ai envie de te dire, c'est toujours la même chose et ça se répète, quoi. Il y a des insuffisances, c'est un mal qu'on retrouve souvent chez les clubs français en Europe. Et c'est pour ça que je dis, on a tendance peut-être un peu à se voir trop beau, mais force est de constater que face aux gros championnats, etc., on a quand même encore pas mal de boulot pour essayer de combler ça. Il y a des insuffisances et notamment, j'ai l'impression mentale aussi. On a du mal à appréhender et gérer ces matchs. Ces gros matchs européens, tu as toujours le sentiment qu'il nous manque quelque chose par rapport à d'autres équipes et notamment d'autres championnats. Donc voilà, c'est toujours le même constat, mais c'est un constat qui est dur, mais qui est réaliste, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est un vrai constat en Coupe d'Europe. Pour l'instant, on a énormément de mal et c'est vrai que ça date pas que de ces matchs-là, ça date d'il y a déjà un petit moment maintenant. Les clubs français en Coupe d'Europe, c'est par bribes en fait, hein. C'est des petits exploits qu'on fait de temps en temps, mais c'est vrai que en vérité, on n'en veut plus trop de ces exploits. On veut de la régularité maintenant. On veut des clubs qui s'affirment en Europe et qui remettent la France un peu plus haut. Et c'est sûr que là, très concrètement, on n'est pas aidé par cette prestation. On veut des victoires, Braque. Je suis désolé de le dire comme ça, mais non, mais c'est un peu c'est ce que je disais, où j'avais quoi. eu ce débat un peu avec Kanto et tout, et j'aime pas ce truc-là, Verretou, tu sais, qu'a dit après le match, en gros, on peut être fier de nous, mais pas loin, se satisfaire, on a montré une bonne image. Non, c'est fini, ça, faut gagner, point barre, on s'en fout. On préfère voir une mauvaise image limite, un match dégueulasse de A à Z et une victoire. Au bout d'un moment, c'est la victoire qui te fait avancer et que ça, on a l'impression qu'on arrive à s'habituer à pas être performant en Europe et se satisfaire de « Oh, on a montré un visage pas trop mal, on aurait peut-être pu gagner ». Tu vois, c'est ça qui est terrible. J'ai l'impression maintenant c'est devenu un standard pour nous. Non, je suis pas d'accord avec ça. On est peut-être pas assez dur. Ouais. Kanto, je te vois un peu bouillonner.
Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? C'est vrai qu'il y avait des raisons de vouloir penser que l'OM pouvait avoir une réaction d'orgueil face à Francfort. Quand on regarde le match, on voit que l'OM pourrait proposer plus, mais ne le fait pas. Ouais, écoute, je suis d'accord avec ce qu'a dit Bruce. C'est vrai que quand j'entends le discours de Vertou à la fin du match, dire ouais, ce soir on a vu de bonnes choses, on va retenir les bonnes choses. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a 0 points après 2 rencontres dans une poule qui est quand même peut-être la poule la plus abordable de cette Champions League. Donc peut-être que plutôt que d'avoir des discours on n'a pas vu que des mauvaises choses, il faut peut-être simplement dire clairement bon ben voilà, on n'est pas au niveau de la LDC, il va falloir faire quelque chose, travailler et essayer d'y croire encore. Comme l'a dit Bruce, pour se qualifier maintenant, ça va être très compliqué. Néanmoins, en tant que supporter, je veux pas croire qu'on est éliminé après 2 journées. On peut toujours croire à un sursaut d'orgueil face au Sporting, même si le Sporting est pour le moment a priori la poule, l'équipe qui joue le mieux de la poule, donc ça va être compliqué aussi. Sur le match, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que quand on voit Payet et Sanchez titulaires, on est ultra content parce qu'on se dit que c'est peut-être ce qui nous a manqué face à Tottenham, d'avoir des combinaisons dans des petits espaces pour accélérer le jeu. Sauf que la finalité, c'est que Dimitri Payet fait pas un gros match, que Gerson est complètement perdu dans ses systèmes de jeu qui ne lui permet pas de jouer dans une position dans laquelle il est à l'aise, une position dans laquelle il a été bon. Donc c'est un peu dommage parce que finalement, on a un Payet qui est en crise de confiance et qui a l'air un petit peu cramé physiquement de par sa non-confiance de la part de son coach Tudor et peut-être une préparation physique qui n'a pas été idéale, puis peut-être le poids de l'âge aussi, mais j'ai du mal à le croire quand je vois la dernière saison qu'il fait. Gerson qui est en souffrance, en difficulté dans le système de jeu, dans sa manière d'être utilisé par Tudor et par le fait que Tudor le sorte sans cesse. On sent qu'il y a quelque chose de difficile pour Gerson et c'est des comportements qui ne trompent pas parce qu'on voit des joueurs qui marchent alors qu'ils sont en train de perdre dans un stade qui est en folie, à guichet fermé. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse sortir en marchant en Champions League quand on est mené au score. Mais la finalité, c'est que l'OM fait pas une mauvaise première mi-temps, mis à part cette petite erreur de Bailly qui tente un contrôle de la poitrine un petit peu boosté par cet élan de confiance qu'il a depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille où il est très bon. Et une première mi-temps dans laquelle il est quasiment parfait. Il essaie de faire un contrôle poitrine, ça foire un peu, manque de réussite. Rongier derrière la met dans la course à Lindström qui va marquer. Mais sinon, dans les idées, dans la manière de jouer, c'était pas dégueulasse en première période. On a eu des occasions, manque de réussite, manque de quelque chose, manque d'un esprit de sueur devant le but. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu que du dégueulasse. Un petit peu à l'image du match contre Tottenham, on se fait quasiment piéger d'entrée puisque dans les 5 premières minutes de la seconde période, Francfort a un énorme temps fort. Et là, c'est compliqué pour nous. Après, on essaye de monter d'un cran et on se fait punir constamment en compte. C'est pour ça que les stats sont quand même flatteuses du côté de Francfort qui a eu beaucoup de boulevards. Putain, Kanto, il en a gros derrière. sur la patate. Non, mais j'essaye simplement de faire une analyse du match. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui ne va pas parce que quand je vois l'OM jouer, je me dis pas qu'on est complètement dégueulasse et je pense que peut-être les gens qui sont vraiment anti-OM, et j'ai reçu beaucoup de messages de supporters parisiens, alors il y en a qui sont très taquins et j'accepte complètement et je serai le premier à être taquin. Après, c'est le jeu, Kantos, que par exemple sur ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est la banderole et tout, genre trembler l'Europe et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que le retour de flamme, si ça se passe mal, tu vas après, prendre. on sait que voilà, à Marseille, on aime s'emballer, on aime s'enflammer. Oui, voilà, oui. Tremble Europe, c'est sûr, quand tu as fait 15 défaites sur 16 matchs, oui, c'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Mais c'est taquin et je le comprends. Mais sincèrement, je sais pas. J'ai pas la solution, j'ai pas l'idée. Quand j'ai vu la compo défensive, j'étais pas hyper optimiste quant à notre défense. Je suis forcément déçu du résultat, mais si je suis déçu du résultat, c'est parce que j'ai l'impression qu'il manque pas grand-chose. Alors, quand je dis qu'il manque pas grand-chose, ne vous enflammez pas, j'ai conscience qu'on perd. Au final, Kanto, je suis d'accord avec toi, mais toi-même, tu sais que ce petit quelque chose qui manque, en fait, c'est quelque chose qui est dur à aller chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui fait tout le temps la diff en LDC entre les équipes, quoi. Exactement. Après, comme je l'ai dit sur les réseaux et comme je le dis pour essayer de me rassurer, mais c'est quelque chose qui est une vérité, j'en ai déjà parlé lundi dans Hors-jeu,
quand j'ai dit pour moi l'OM est favori face à Francfort parce que l'OM fait un bon début de championnat et Francfort est en difficulté sur la première journée de Champions League et notamment sur le match de ce week-end face à Wolfsburg, c'était des faits, c'était quelque chose de factuel. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille reste malgré tout dans un projet de reconstruction. Je pense que tous les supporters de Marseille et même les non-supporters de l'Olympique de Marseille, donc juste des observateurs de football, peuvent constater, je pense, de manière tout à fait objective, que l'OM a changé de dimension. L'OM a franchi un cap ces 2 dernières années, depuis l'arrivée de Longoria, avec un effectif qui est beaucoup plus qualitatif, avec une manière de jouer qui est beaucoup plus régulière qu'auparavant. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau de Champions League. On aura l'occasion de faire le bilan définitif après 6 journées et non pas simplement avec 2. Mais l'OM a franchi un cap. Mais ce n'est pas encore le cap qui fait qu'on est suffisamment bon pour exceller en Champions League. J'espère que je me trompe et j'espère que ça va changer. Alors tiens, donnons un petit peu la parole à Zal. Zal, c'est vrai, Zal, que toi, bah voilà, t'as voulu en tout cas prévenir Kanto d'une certaine manière et lui dire attention, faut pas s'enflammer. Et quand on voit, oui. D'ailleurs, excuse-moi. Vas-y. Je vous dis de suite, il n'y aura pas de guerre. Pourquoi ? Parce que l'OM a perdu et que je la mets en veilleuse. Et la deuxième raison, c'est que vous voyez, on a eu beau rigoler pendant l'émission, à poser la question Trapp à Zal, où est-ce qu'il joue, Francfort, machin, mais ça montre encore que Zal, voilà, il a son expérience de vieux briscard, il y a des coups qu'il arrive bien à sentir, et il sait que bon, il y a des choses qui sont inscrites dans l'ADN d'un club. Alors, je pense pas que c'est dans l'ADN du club de l'OM de se faire massacrer en Ligue des Champions, c'est plus quelque chose de passager, de par les dernières saisons qu'on a eues très difficiles. Mais voilà, Zal sent les coups. Alors c'est peut-être pas le Zal qui a la même connaissance maintenant que du football ancien. Sur le football ancien, il nous met tous à l'amende. Peut-être qu'aujourd'hui, il connaît pas tous les joueurs, où est-ce qu'ils jouent, les mouvements, les transferts, les mercatos. Mais voilà, Zal, il a encore du nez. Il a l'expérience qui manque en ce moment à l'OM pour justement s'en sortir un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ce petit truc. Exactement. Voilà. Mea culpa. Bon, Zal, alors, cela étant dit, qu'est-ce que tu as envie de dire après ce match ? Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Déjà, premièrement, est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, là, ça va. Oui. Nickel. Donc, non, mais moi, comme je disais, depuis le début, je sentais que c'était presque écrit, quoi. Quand tu vois la poule, le Sporting, c'est pas rien, Francfort, c'est pas rien. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent bien Marseille, le seul qui a vraiment bien parlé, c'est Dimitri Payet quand ils lui ont demandé par rapport à ses adversaires. Et lui, il l'a dit lui-même. Il a dit Tottenham, c'est chaud, Francfort, vainqueur de l'UEFA, et Sporting, c'est pas des peintres, tu vois. Donc, à partir de là, lui-même, il savait déjà qu'il était dans une poule assez compliquée. Même si sur le papier, c'était a priori la plus faible de toutes les poules, mais encore, j'en suis même pas sûr. Mais pour le coup, pour moi, c'était la poule piège par excellence. Il n'y avait pas photo. Et le fait que justement tout cet enthousiasme et cette ferveur qu'il y avait, comme quoi, ouais, là, c'est fini tout ça, ben ça, c'est pas se porter l'œil, c'est pas le mot, mais c'est un truc qui va t'induire en erreur, quoi. Tu vois, de dire que Francfort à la maison, ça va être pas du gâteau, mais en gros, on va gagner. À partir de là, c'est compliqué. Déjà, dès le départ, c'est déjà compliqué. Et après, comme je disais aussi, c'est comme ça, c'est le foot, c'est compliqué quand tu as une épée Damoclès comme ça qui t'attend, dès que tu sens que dans le premier quart d'heure, c'est pas comme tu l'attendais. Et en général, tu te fais punir, et ça a été le cas. Et en plus, Francfort, c'est un club allemand. On connaît les clubs de l'Est et les clubs allemands, comment ils sont, ils lâchent rien. Et même s'ils sont en difficulté en championnat, raison de plus pour briller en Coupe d'Europe. Comme un peu tous les clubs dans leur propre championnat, quand ils sont mal en championnat, en général, ça joue beaucoup mieux en Coupe d'Europe, parce que c'est une bouffée d'air pour eux, quoi. Tu vois, ça, en général, ça se passe souvent comme ça. Et ça a été le cas pour Francfort. Et voilà. Après, moi, voilà, pour moi, comme je dis, hein, je me répète, mais ils vont même pas accrocher l'UEFA, c'est sûr, ils vont finir dernier. Regarde le Sporting, ils ont déjà 6 points. Francfort, il va falloir aller les jouer chez eux. Là, ça va être compliqué. Et le seul match qu'ils gagneront, c'est quand ils seront totalement éliminés, parce que il n'y a plus de pression. Voilà, les esprits sont libérés et ils pourront jouer à leur vrai niveau. Et là où je suis d'accord avec Kanto, c'est vrai que depuis 2 ans, l'OM, depuis Longoria, j'allais dire Eva Longoria, mort de rien. Depuis Longoria, c'est une autre dimension. Moi, j'aime beaucoup ce président. Il a fait des choix, il a fait des vrais choix.
Et le club, il est en train de prendre une autre dimension, et tant mieux pour la Ligue 1, parce que ceux qui suivent vraiment l'émission, j'ai toujours dit que je voulais un OM fort, pour que l'OM PSG qu'on avait dans les années 90 redevienne attrayant, parce que pour ma part, un OM PSG, vulgairement, ça me fait pas bander, je vais être frontal ou direct. Aujourd'hui, clairement pas. Tu vois, moi les clubs où je vais avoir peur, ça va être l'OL, ça va être Nantes. Monaco, mais le reste. Nantes. Tu rigoles, mais non. Mais par contre, Zal, juste pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai que nous, on a toujours, et c'est normal, on a ce côté où on se range du côté du club français. Mais si tu penses côté allemand, Marseille, j'ai pas de mal à dire, je pense qu'ils avaient pas peur de Marseille, tu vois. Nous, Non. on voit les pas. choses parce qu'on du point de vue de Marseille. Mais eux, je pense, quand ils voient Marseille, tu sais, ils se disent pas c'est gagné d'avance, tranquille. Mais je pense pas qu'ils avaient une grande Ouais, peur de c'est- Marseille en mode, waouh, c'est injouable et tout, tu vois. Et clair. il faut D'ailleurs, quand même resituer quelque chose. Marseille échappe au 4. Donc évidemment que Francfort, ouais. et on l'a très bien dit lundi dans Hors-jeu, je pense que Marseille, avant le match, n'avait pas peur de Francfort parce qu'il savait qu'il pouvait faire un résultat. Mais je pense que dans le sens inverse, c'est pareil. Francfort savait qu'il pouvait faire un résultat contre Marseille. Ah oui. Dans Et leur voilà, c'est culture, une équipe de de 4, toute quoi. façon, de base. Eux, ils n'ont pas le football allemand, le football espagnol, le football italien, le football anglais. Ils se posent pas ce genre de questions comme nous on peut se poser. C'est mentalement, Zal, tu le sais, toi qui as du vécu, On en mentalement, revient- on en est à revient la ce qu'on rue. disait. Bah oui. On en revient à Et- ce que vous disiez au début, et d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus. Je trouve que justement l'année dernière, tous les clubs français ont fait une belle campagne européenne par rapport aux autres années. Même si globalement on est des gaises, l'année dernière, je trouve que les campagnes européennes étaient bonnes par rapport à d'habitude. En Ligue des Champions, ça s'est pas super bien passé non plus. Hein. Pas en Ligue des Champions, mais Même je si parle Lille de- sort de la poule. Si, et ça, c'est Lille cool. quand même, ils sortent de la poule, c'était pas mais gagné bon, d'avance, ça c'était pas mal. bien joué. Franchement, on avait vraiment des bons résultats l'année dernière en Coupe d'Europe, on n'était pas mauvais. En tout cas, Simplement- sur les phases de poule. Si je peux conclure avec un petit mot, parce que j'ai vu que ça en parlait dans le chat. Quand je vois la manière dont joue l'Olympique de Marseille aujourd'hui, avec énormément de ballons mis dans la surface par Jonathan Klaus, par Nuno Tavares notamment, et avec Alexis Sanchez notamment dans cette position, j'ai un petit peu de mal à comprendre le départ d'Arkadiusz Milik. Alors je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui l'aiment pas, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui l'aiment bien. Je il te sais manque, aussi là, hein. que, du coup, Milik, ça aurait peut-être empêché l'OM de presser aussi haut. Je sais pas, mais c'est vrai que plusieurs fois, quand je regarde les matchs de l'Olympique de Marseille, je me dis que s'il y avait Milik dans la surface de réparation, ça ferait pas de mal. Alors moi, j'étais pas pour le départ de Milik, j'étais pas non plus extrêmement contre. J'avais un petit peu ce côté indifférent où je savais pas trop où on allait avec ce joueur-là. Je sentais un peu de mal-être pour ce joueur qui finalement et a toujours été un bon buteur, beaucoup embêté par les blessures, mais un bon buteur. Mais ouais, parfois je me dis qu'avec Milik, l'histoire pourrait être un petit peu différente. Non mais tu sens Moi, que ça fitait. vas-y, Russ. Ouais, excuse-moi, Braque, tu sens que ça Vas-y, vas-y. fitait plus et qu'il fallait qu'ils se séparent, C'est je ça, pense. c'est ça. Mais là, on le voit par exemple dans une Juve, bon, qui est méconnaissable, qui est pas terrible, tu vois, il arrive à sortir quand même du lot avec pas énormément de choses. Il arrive quand même déjà, mais il doit être à quoi 3 buts depuis qu'il arrive à la Juve, tu vois, en peu de temps dans une Juve qui est pas terrible. Donc comme quoi, s'il y a des bons Ouais. ballons, etc., il va quand même être capable encore de te planter des buts, tu vois. Moi, je voulais juste revenir un peu sur le match et ce qui entourait le match. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est l'attitude des supporters marseillais. Moi, je t'inclus pas dedans, Kanto, parce que je sais que t'es quand même assez... T'as du recul par rapport à ça, mais je veux dire... Il a quand même je dit pense qu'ils que allaient c'est- dégommer. Oh, Mais- t'as la je- mémoire courte, Braque. Hein. Non, mais Kanto, je sais que c'est aussi... Il fait le show quand il Oui, fait ça, donc oui, tu vois oui. ce que je veux dire, ça me dérange pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas... on ne sait pas faire, en fait. On a un vrai problème à ce niveau-là, et moi, je pense que peut-être pas ton club. Moi, quand je regarde le match et que je vois des fumigènes qui sont tirés sur les adversaires. Je suis désolé, hein. Je suis pour les clubs français. Moi, je l'ai toujours dit dans l'émission, l'OM, j'ai aucun problème avec l'OM. Moi, quand je vois ça, ça me dégoûte de notre football français. Tu vois, c'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, il va falloir que les supporters ils comprennent qu'en fait, ils sont partie intégrante de la campagne de leur équipe. Tu peux pas faire ça. Tu donnes une image qui est catastrophique déjà que sur le terrain. Je dis pas que t'es catastrophique, mais t'es pas bon, en fait, t'es pas bon. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à avoir un peu plus de modestie maintenant en France. On sait très bien qu'on est mauvais. Je pense que nous, de notre point de vue, en tant que supporters de nos équipes, on sait qu'on a un vrai problème. Zal l'a dit tout à l'heure.
c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle. L'Europe Mais on tremble, peut pas- Braque, la banderole. Ouais, Ça, tu moi, peux quand pas je te vois permettre de faire ça avec peux le pas, passif tu peux récent pas. en Ligue des Champions. Fais les choses dans l'ordre, regagne des matchs et après remets des trucs comme ça peut-être. Mais Exactement, exactement. Tu peux pas en fait arriver et dire à tout le monde c'est bon, on est de retour, ça y est, l'OM. Mais l'OM, les gars, on a tous vu le screen. 15, 14, 17, j'en sais rien, 20 défaites sur je sais pas combien en Coupe d'Europe d'affilée. T'as gagné qu'un seul match. Même Souleymane Camara, il a fait une story. J'étais mort de rire. Mec, c'est le dernier à avoir marqué un but pour l'OM en Ligue il des a Champions. dit j'ai eu le Donc, temps en fait, d'aller en prison ou je dans sais les pas graves. quoi et de revenir. Ils ont toujours pas marqué dans le jeu. Ils Ouais, ont il dit toujours même pas moi ça m'a marqué. fait gaulerie. Il a dit le gamin. Donc moi en fait, moi je veux bien qu'on analyse le match. Je veux bien qu'on dise oui, il a manqué des choses. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'étais plutôt même bien optimiste. Moi, je pensais qu'il allait peut-être se passer un truc cette saison. Bon, ils nous ont donné tort, mais avant tout ça, déjà, regagne un petit peu en modestie. Et après, tu pourras commencer à reparler, à venir reparler de l'étoile. Ok, tu vois. Souleymane Diawara, pardon, désolé, j'étais On sur avait ma compris, lancée. Braque, on avait compris. Et l'autre truc que je voulais dire au-delà de ça, c'est sur le match. C'est pas forcément. Je pense que Kanto a un peu résumé les choses. C'est vrai que, bah voilà, comme d'habitude, ça manque techniquement, c'est encore assez insuffisant. Donc forcément, tu peux pas aller au bout de tes actions, tu peux pas aller au bout de tes idées. Mais il y a un truc, moi, qui commence un peu à me gêner, c'est Tudor. Moi, quand je vois que le mec, il fait sortir ses 3 attaquants, qui fait rentrer 3 nouveaux attaquants, évidemment que c'est bien d'amener du sang neuf dans ton équipe quand tu vois que ton équipe elle est à la peine. C'est bien de le faire, mais quel message t'envoies quand tu fais sortir 3 joueurs, en plus 3 joueurs qui évoluent exactement dans la même zone. Moi je suis désolé, je pense qu'il est en train petit à petit déjà de perdre ses joueurs. Moi c'est ce que je pense. Je pense que là il est pas du tout sur la bonne voie. Ça peut être un coach qui a du caractère, ça peut être un coach qui s'en fout des égos et qui fera ses changements quand il faudra les faire. Mais il y a un moment donné, il faut savoir être un peu plus intelligent que ça, tu vois. Moi, je trouve que le message est complètement pas bon, quoi. Oui, Zal. Ouais. Bah, en fait, t'as tout dit. Regarde, il change ses 3 attaquants, mais en fait, ça prouve bien qu'il s'est planté dès le départ. C'est surtout ça, en fait. Le fait d'avoir fait jouer Payet qui était en méforme, Gerson pareil, tu vois, je pense que l'erreur, elle est là. La compo était pas idéale dès le départ sur la feuille de, enfin, la feuille de match n'était pas bonne, en tout cas devant. Et déjà, quand tu vois, quand ils ont joué Tottenham, c'est ce qui manque à Marseille. Il manque quelque chose devant. Ils pouvaient jouer 10 matchs comme ça, ils auraient jamais marqué de toute façon. Il y a un problème offensif. On en revient au problème Milik. Milik, c'est vrai qu'il aurait fait du bien. Et un joueur comme ça, tu dois pas t'en séparer. Parce que tu as besoin d'un point d'ancrage. Et là, il n'y avait rien. Et il n'y aura pas grand-chose même par la suite. Je vois pas comment ils vont s'en sortir. En tout cas, en Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Autant sur la Ligue 1, ils ont cette aura qui fait qu'ils arrivent à gérer leur match. Mais sur la Ils Ligue ont des plus Champions, de marge, oui, ils ont une petite voilà. marge en Ligue 1 que cette marge elle disparaît en Ligue Sur des la Ligue Champions. des Champions, ça fera jamais l'affaire, c'est évident. Non, Avec alors, cette épée Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête, jamais ça passera. Jamais. alors, je voulais juste réagir parce que sur le chat, je vois peut-être que vous avez pas bien compris le sens de mon Et le message. plus déçu, pardon, et le plus déçu de tout ça, c'est moi. J'ai perdu 4000 euros. Je sais pas si vous savez. Quoi. Ouais, 4 t'as 000 pas euros mis 1000 balles. Bah ouais, il a Non. pas mis les 1000 Ah, balles. c'est vrai. Ah oui. Non, je voulais juste revenir parce que je crois que vous m'avez pas bien compris sur le chat. C'est pas la question, c'est pas de dire les mecs sont mauvais, il faut les laisser. C'est pas ce que j'étais en train de dire, les gars. C'est la manière, en fait, la forme avec laquelle Tudor fait ses changements. Moi, je pense que tes changements, tu dois les faire avec un petit peu plus de parcimonie. Le problème, c'est que sortir 3 joueurs d'un coup, je trouve que c'est exagéré. C'est pas, il faut pas ne pas les sortir. Évidemment que tu dois faire des changements quand tu vois que ça marche pas. Mais je pense qu'il faut un peu plus se servir de tes sessions de changements que tu as et peut-être en sortir un d'abord pour peut-être amener quelque chose de neuf et peut-être après en sortir 2, mais 3 d'un coup. Je trouve que le message, il est pas bon. Le message, il est mauvais. C'est-à-dire que tu indiques très clairement que si ta zone offensive, elle est pas bonne, et ben tous les 3, vous dégagez. Tu vois, c'est la manière. Je te parle pas du fait de changer ou pas. C'est ça mon vrai problème, tu vois. Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas les changer. En termes de rendu, c'était un peu ça. L'animation, elle était 0 devant. Donc, franchement, Le problème, Zal, c'est dans la gestion des hommes forts de l'Olympique de Marseille. Si tu prends les joueurs à vocation offensive qui ont été des hommes forts l'année dernière, Gerson, comme j'ai dit tout à l'heure, n'a pas de place où il est à l'aise dans cet Olympique de Marseille, cette saison avec le système de Tudor. Et l'autre problème pour moi, et j'ai pas compris, j'étais au stade à Lille, j'ai vu Dimitri Payet s'échauffer pendant toute la deuxième période pour qu'au final, le mec ne rentre pas. Si tu sais que tu vas le titulariser en Champions League
alors qu'il a quasiment pas de temps de jeu depuis le début de saison, mais il faut lui donner au moins 20 minutes, une demi-heure contre Lille, chose qui n'a pas été faite par Tudor. Et je ne comprends pas comment tu peux donner aussi peu de temps de jeu à un joueur de cet âge-là qui a besoin de se remettre en forme physique et d'un coup le mettre titulaire. Si tu le mets titulaire, tu étais obligé de lui donner une demi-heure de jeu contre Lille, chose qui n'a pas été faite. Et j'ai du mal à comprendre ce genre de choses. Le problème, c'est que Tudor, aujourd'hui, il a perdu Gerson, il a perdu Payet et il a probablement perdu Balerdi. Même si Balerdi, bon, il est titulaire parce que franchement, il n'y a pas le choix. On voit que Balerdi, c'est pareil. Mentalement, là, c'est de la compote. Et il est exactement là le problème, c'est exactement ça. C'est que en fait, tu fais rentrer des gens. Et d'ailleurs, à chaque fois, il change un peu ses systèmes. Un coup, tu as Guendouzi qui va être dans le trio offensif. Un coup, il va pas le mettre. En fait, tu désorientes complètement tes joueurs. Les joueurs n'ont pas de continuité. Et moi, je pense que Bruce sera d'accord avec moi. Pour un club, tu es obligé d'avoir de la continuité, surtout quand tu joues la Ligue des Champions. Quand tu arrives en Ligue des Champions et que tu t'amuses à bidouiller, à jouer avec l'un, avec l'autre, tu te fais punir. C'est évident. Et si en plus, derrière, tu commences à faire des choix où les mecs, déjà qui t'ont un petit peu... ils t'ont pas forcément à la bonne, tu commences à jouer avec leur confiance, avec leur nerf, à un moment donné, en fait, tu vas réussir à rien faire parce que tes joueurs, tu vas les perdre. Et quand tu perds tes joueurs, surtout dans un club qui a besoin justement de retrouver de la confiance, t'es mort. En fait, là, moi, franchement, je trouve que sur le coup, Tudor, moi, perso, il m'a un peu déçu, quoi. Il m'a un peu retourné. Donc voilà. Il n'y a personne qui réagit, ça. Non, mais moi, je vous écoute. Je vois que vous avez des choses à dire. Je vous écoute, hein. Attendez, vous savez quoi, vous avez parlé beaucoup, hein. Il y a un match, les gars. On a fait 1 heure dessus. Je vois que vous aviez des choses à dire. Moi, je vous laisse. Hein. Ah ouais, Bruce, il a envie qu'on avance. J'ai vu l'heure, j'ai vu 17h50. J'ai dit, on a parlé que de l'OM, donc c'est pour ça que j'ai pas. Ouais, mais les gars, il faut pas oublier qu'on est 4 et qu'on a tous un avis et que forcément, Oui, ça vrai, prend du temps. Hein. C'est ça aussi. Hein. On a Walid qui est avec nous, supporter de l'OM, et comme ça, il va conclure. Il va nous donner son avis à lui aussi. Walid, tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien, Walid. Bienvenue dans Salut, l'émission. Pardon? On est tous en dépression dans le sud, là. Ah, je comprends. Je comprends parfaitement. Dis-nous un petit peu, Walid, toi, par rapport à ce que tu as entendu là déjà dans nos analyses, et par rapport à ce que tu as vu, quel est le constat que tu tires, toi, justement, de cette rencontre? Déjà, premièrement, pour moi, c'est une des premières rencontres que Tudor rate dès l'entrée. Parce que mettre Payet sans rythme et Gerson à un poste beaucoup trop haut, pour lui, c'est... En fait, tu n'as aucune animation offensive, quoi. Tu tues ton animation d'entrée parce que les deux, on a bien vu qu'ils n'ont fait aucun effort. Donc après, c'est Rongier Veretout qui viennent compenser un peu. Et Francfort était en supériorité numérique au milieu. Donc c'était facile pour eux de ressortir le ballon. D'où le fait qu'on ait pu observer une sorte de domination de Francfort en première mi-temps. Et ce qui est bizarre pour le coup, c'est que ça va à l'inverse de ce qu'il dit et ce qu'il fait depuis le début, puisqu'il a toujours dit que Payet, il y avait certaines limites et il voulait des joueurs qui puissent courir énormément. Et sur un match comme ça, il va un peu à contresens. C'est ça qui est étrange pour le coup. Et notamment Guendouzi, le fait de ne pas mettre Guendouzi, c'est l'élément moteur. On a bien vu que même lorsqu'il est titularisé à la place de Rongier au milieu, il est bien plus performant que Rongier Veretout, qui sont peut-être des bons joueurs. Je sais que pas tout le monde partage mon avis, mais pour moi, c'est des joueurs super moyens. Ils font ce qu'on leur demande, mais ils font pas plus. C'est des passes ratées à 2 mètres. C'est aucune prise de risque. Pour moi, c'est trop limité au milieu de terrain et on doit absolument tenter un Guendouzi Gerson en milieu et mettre Harit under. On a bien vu. Par exemple, Rak a dit que le problème, c'était le triple changement. Je suis à moitié d'accord. Pour moi, il fallait sortir Gerson Payet, mais il fallait garder Alexis. Et donc, qui peut être dangereux. Mettre Suarez qui rate une occasion de fou à la fin. Mais Alexis, avec un Harit aussi remuant, Alexis aurait eu beaucoup plus de ballons, beaucoup plus d'opportunités. Là où Suarez est un joueur un peu plus de position, un peu moins remuant, un peu moins à l'aise dans ses contrôles, dans ses prises de balles. Ouais, c'est surtout que Alexis Sanchez, lui, il a de l'XP, tu vois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à l'OM. Ouais. Dans des matchs comme ça, tu vois, même si tu fais pas un grand match que tu veux, tu sais qu'un ballon qui traîne ou quelque chose, tu vois, lui, il peut peut-être te remettre l'équipe à l'endroit, tu vois. Il suffit de pas grand-chose, quoi. En première période, il en a une d'occasion. Hein. S'il la cadre, ça peut faire ficelle. Donc c'est sûr que lui, je pense qu'il est dans son rôle, mais c'est pareil. Je
veux pas m'acharner, mais un joueur comme lui, il a besoin aussi d'avoir de la continuité, d'avoir des joueurs avec lesquels il peut créer des automatismes. Et si t'as pas ça, si à chaque fois ton coach il s'amuse à faire des changements, c'est voilà quoi, c'est compliqué. Il y a le souci Oui, de la Walid. pression aussi. On n'en parle pas assez. Enfin, personne n'en a parlé, mais l'ambiance était absolument dingue pour ce match-là. C'est une des meilleures ambiances que j'ai pu voir au stade. Franchement, j'ai l'impression que nos joueurs ils tiennent absolument pas une ambiance comme ça, hein. Hmm. C'est en fait à chaque fois qu'il y a une Et énorme ambiance, l'équipe craque. Moi, je pense que c'est Walid, surtout la Ligue des Champions où ça te rajoute aussi une moi, pression supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as une Attends, ambiance il y a comme deux ça, trucs. tu joues en Ligue 1, je pense que c'est autre chose aussi. Il y a deux trucs que j'aimerais noter par rapport à ça. C'est que déjà la saison dernière, l'OM a fait une excellente saison de par ses résultats à l'extérieur et non pas au Vélodrome. L'Olympique de Marseille avait énormément de mal à briller dans son stade, dans son antre, le Vélodrome. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, là où je suis pas d'accord, donc là c'était un argument pour et l'argument contre maintenant, c'est qu'on a quelle pression? Quelle pression à l'Olympique de Marseille? On est chapeau 4, on joue à domicile, on a perdu la première Si, rencontre, on t'en as quand n'absolument pas même, favori pour Kanto. se qualifier. Elle est où la pression? Si, t'en as quand même, Ouais, Kanto, parce que ces derniers temps, t'as été catastrophique en Ligue des Champions. Tu sais que c'est chaud, t'as ce truc quand même qui pèse un peu. Tu vois, t'as pas envie de t'afficher et de perpétuer ce truc-là, t'as envie de renverser le machin. Du coup, je peux comprendre que les mecs, ils se disent, oui, t'as quand même un peu de pression. Hmm. Bah, en tout cas, Walid, merci à toi d'être passé avec nous. merci à vous, bonne émission. Merci à Beaucoup. toi. Merci Walid. On va continuer et on va voilà, maintenant passer au match du PSG. Je pense qu'on a pas mal parlé de cet OM dont on continuera à reparler, bien entendu. Rendez-vous dans un peu plus de 2 semaines pour la double confrontation contre le Sporting. Et c'est là que tout va se jouer, bien entendu. Rien n'est fini, hein, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est très, très mal parti. Alors, Maccabi Haïfa, Paris Saint-Germain, ça y est, on y est. On va la jouer peut-être un peu différemment sur ce match-là. Messieurs, je vais vous demander vos tops et vos flops sur cette rencontre-là. On va commencer par toi, Zal. Quels sont les joueurs pour toi qui se sont démarqués, réellement, s'il y en a, et quels sont ceux qui t'ont un peu déçus sur cette rencontre? franchement, mon top, on va dire que c'est Maccabi Haïfa pour l'intensité et l'engagement qu'ils ont eu. Eux, ils ont clairement pas eu peur de nous jouer. Et on l'a bien vu, hein, nous, quand on est arrivé à la fleur au fusil, on a failli se faire violer carrément, quoi, tu vois. On a failli prendre 2 buts, heureusement qu'il y a hors-jeu. Et mon flop, franchement, je vais dire Marquinhos, ça fait peur. Marquinhos, Donnarumma aussi, ça fait peur. Même s'il a fait quelques arrêts qui nous ont sauvés, mais franchement, il a un jeu au pied dégueulasse. Ouais. Ramos, pas ouf Et aussi. Ramos, ouais, Ramos, pas ouf. Non, franchement, je voudrais parler de ça d'ailleurs, parce que bon, vous n'avez pas eu mon avis sur le match Oui. contre la Juve. Mais heureusement que la Juve, il manquait tout leur cadre, parce que sinon on se serait fait défoncer, honnêtement. Donc là honnêtement, je le sens pas trop, tu vois. Même, La je Juve, pense c'est qu'on va bancal, Zal, hein. C'est très bancal, Ouais, je te mais le dis. le Non, match, je on pense pas. regarde le match contre la Juve, on s'en sort bien. Parce que s'il Oh. y avait eu Di Maria, il manquait au moins 2-3 cadres. Il n'y avait pas Pogba, pas Di Maria, il manquait qui encore? Il Bah, il y manquait a Chiesa, mais ça, c'est Après de longue Pogba, on l'a pas date. encore vu, hein. Chiesa, tu vois, Ouais, mais ces ça, trois c'est de longue joueurs-là, ils date. étaient Oui, pas là. oui, oui. Donc tu mets ces trois-là, je te dis, on les bat pas à la Juve, hein. Comment on a galéré, quoi. Oh, mais ça, c'est Et Paris qui a eu le don de se mettre un peu en galère. Ils doivent mettre le 3-0 ce que tu veux. Quand ils accélèrent, ils faisaient mal. Pour moi, c'est Paris qui est un peu fautif. Il y a aussi ce mal du PSG en Ligue des Champions qui peut se mettre un peu dans la sauce très rapidement pour pas grand-chose, alors qu'ils sont au-dessus de leur adversaire. Là, pour le coup, la Juve, pour moi, vous après, je êtes pense au-dessus, hein. qu'ils ont pas pris le Maccabi au sérieux, ce qui est un peu logique quand tu vois le nom du club, ça fait peur à personne. Mais bon, c'est ça, quand tu pars dans un état d'esprit comme ça, comme dirait mes jaquets, tu pars sur de sérieuses déconvenues, quoi. Tu vois, c'est la règle, hein, c'est le sport qui est comme ça. Faut pas prendre les adversaires de haut. Leurs moyens, ils ont réussi à nous bouger. Franchement, nous, on a été mauvais. On va pas se mentir, on a eu des éclats individuels grâce à Messi, grâce à Mbappé, grâce à Neymar. Mais si tu regardes, les seules choses qu'ils ont fait de bien, c'est les buts et les passes D. Mais le reste, c'était moyen, quoi. C'était très moyen. Mm. Donc, franchement, très déçu de Paris. Mais après, pas trop étonné, hein, de mon club, hein, quand on se voit trop beau, on se fait soulever. Quand on nous voit, quand on nous promet. Comme je dis, je répète souvent la même chose, mais quand on nous promet l'enfer, c'est là qu'on est les meilleurs. Et voilà, c'est comme ça, c'est Paris. Tragique Mm. ou magique. Alors,
Bruce, tes top et flop sur ce match-là, toi. Top, je dirais Messi quand même. Je pense que ça a été le meilleur des trois devant. Je dis pas que c'est un énorme match, mais ça a été le meilleur un peu des trois devant. Voilà, il met le but, il fait la passe D à Mbappé qui est quand même très belle. Il y a eu quelques bons ballons. Il a aussi deux autres occasions. Avec un peu de réussite, voilà, il aurait peut-être pu mettre un doublé. C'est la vérité, les gars. Messi, c'est un des tops. Ceux sur le chat qui comprennent un au foot, j'y suis pour rien. Ça a été le meilleur des trois devant. Mbappé était élu homme du match, alors que ça a été le moins bon des trois devant. Il y a eu beaucoup de déchets, mais bon, faut toujours mettre Mbappé en avant. Comme sur le chat. Neymar a été assez bon quand même sur ses prises de balle, hein, je trouve, tout le match. Il a été quoi? Il a été très percutant. Il a raté des choses quand même. Il a souvent été dangereux, moins. mais Mais il a je fait l'ai son trouvé truc. lent sur ses prises de balle, moi. Oui, mais il a quand même fait ses trucs, tu vois. C'est pas son meilleur Ah match oui, depuis le début de saison, ce qui nous a habitués Ouais. à un standard de ouf. Mais voilà. Mais de toute Mm, mm. façon, dans l'ensemble, le PSG a pas fait un bon match de toute façon. Et c'est vrai que la première mi-temps, notamment, c'était catastrophique. Donc, top Messi, Vitinha. Vitinha qui, comme très souvent, de toute façon, déçoit très peu. Donc, voilà, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est à peu près tout. Et après, flop, on va dire, bah, c'est le PSG dans son ensemble qui peut retomber dans ses travers. C'est un match qui doit se rendre facile, où ça doit dérouler. Ils nous ont habitués à ça en général en poule de Ligue des Champions contre des équipes qui étaient largement à leur portée. Là, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que ça a été très poussif et grosse réserve, voilà, avec un peu plus de recul sur la défense, avec le système, etc. Parce que Ramos, c'est plus le grand Ramos. Ok, il joue déjà, il enchaîne les matchs, c'est déjà bien quand on voit l'année dernière où il était très souvent absent. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est plus le grand Ramos. Marquinhos, je le reconnais plus. T'as l'impression de voir un défenseur classique, mais rien de spécial. Franchement, je le reconnais plus. Donnarumma, toujours des absences et son jeu au pied, comme l'a dit Zal, c'est catastrophique. Du coup, la défense, c'est vraiment pas rassurant. Et heureusement que Kipembe, entre guillemets, dans leur malheur, le PSG, il se pète à un moment où c'est pas là qu'ils vont avoir le plus besoin de lui. Parce que si c'est le cas plus tard, quand c'est les huitièmes écarts de LDC, avec cette défense, ce système, etc., les espaces qu'il y a, franchement, je la sens pas du tout cette histoire pour Paris. Donc il y a intérêt à se bouger, peut-être modifier des choses, revoir le système, pourquoi pas revenir avec une défense à 4. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que là, ils y arriveront pas. Au milieu de terrain, ça manque de densité, il y a trop d'espace. Donc je sais pas. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de boulot pour le PSG. Tantôt, à ton tour. Top et flop. Ouais. Bah écoute, je vais faire mes tops. J'ai envie de dire quand même Messi, comme l'a dit Bruce, ça a été le meilleur des trois devant. Je vais dire Vitinha qui comme d'habitude fait encore son taf, hein. Il est souvent très juste. Il n'a pas peur de transmettre le ballon rapidement et mine de rien, je vais quand même mettre Kylian Mbappé parce qu'il a toujours cette faculté à se créer des occasions, même si. Putain, je l'ai pas Même si, trouvé. voilà, Il m'a saoulé, moi, hier. Non, il a pas été incroyable, mais comme j'ai tendance à le dire, moi, les joueurs qui ont tendance à se créer beaucoup d'occasions, même s'il manque parfois de justesse dans la finition ou simplement de lucidité ou de collectif, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des opportunités où tu peux donner le ballon. Enfin, voilà, il a quand même été particulièrement remuant. Mais il a eu pas mal de déchets, j'ai trouvé quand même, moi, hier. Oui. Et des prises de décision où il force quand il est comme ça, c'est le côté d'Mbappé que j'aime pas. Après, bien sûr qu'il pèse sur le match. Il est sur 2 buts, il est sur le premier de Messi et il marque son but aussi. Tu vois, ça je peux comprendre. Il est quand même sur des buts, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment le côté que j'aime pas d'Mbappé quand il part comme ça et qui force les trucs et tout. Je suis pas fan perso. Et voilà, après, pour les flops, comme je l'ai dit, hein, le secteur défensif, on sent que Mukele n'est pas encore complètement acclimaté. Et d'ailleurs, ce début de saison lui fait très mal parce qu'on était en train de parler de petite concurrence entre Nordi Mukele et Jonathan Klaus pour l'équipe de France. D'un côté, on a Klaus qui fait quand même des bons matchs et de l'autre, Nordi Mukele qui n'est pas encore tout à fait acclimaté au Paris Saint-Germain. Et comme l'a dit Bruce, hein, Sergio Ramos particulièrement qui fait pas un super match. Après, c'est au global la continuité de ce qu'on a pu voir du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, avec un PSG qui, au début de saison, mettait les scores à tout le monde et c'est parti peut-être un petit peu trop beau pour ce PSG-là. Et puis depuis ce match face à la Juventus, où il y a eu une période de flottement, où on s'est demandé un petit peu ce que faisait le PSG. Il y a ce match face à Brest aussi ce week-end qu'il faut pas oublier, où le PSG s'impose 1-0, penalty raté ou plutôt arrêté par Donnarumma, ça aurait pu faire match nul. Un petit peu bousculé par le Maccabi Haïfa. Donc voilà, après, mine de rien, c'est quand même très difficile d'être pessimiste sur le début de saison du PSG. Ils gagnent tous leurs matchs, ils ont gagné un trophée, ils gagnent tout en championnat, ils gagnent tout en Champions League. Donc c'est vraiment essayer de chercher la bébête au niveau du jeu parce qu'on considère que le PSG est un sérieux client pour remporter la Champions League. Donc le travail est fait, le travail est bien fait.
Maintenant, dans la manière, il va falloir retrouver le PSG du début de saison. Et ça, c'est la mission, la mission de Galtier. Alors, Zal, comment t'expliques, toi, que le PSG ait pas justement été sur ses standards de ce début de saison, en tout cas sur la première période, parce que les deux périodes sont quand même bien différentes, hein, on peut être tous d'accord là-dessus. Comment t'expliques que le PSG était bien en dessous à ce moment-là? Pour moi, je pense qu'on a l'après-coup de cette défense à 5, parce que quand on a démarré la saison comme ça, et d'ailleurs, je remercie Galtier d'avoir fait ça directement, parce que Pochettino, il a fallu. Bah, nous l'a pas fait, tout simplement. Quand tu as des latéraux comme on a, bah, il faut tester, tu vois, une défense à 3 derrière, et c'est ce qu'il a fait, et ça a très bien fonctionné jusqu'au match nul contre Monaco. Et à partir Hmm. de là, je comprends pas. J'ai l'impression que le club, il avance plus, on gagne tous nos matchs à l'arrache un peu. C'est de plus en plus compliqué, mais bon, c'est que le début de saison, on va pas s'enflammer tout de suite. Il y a du mieux, vaut mieux être mal aujourd'hui et que survoler la poule. Enfin, pour moi, c'est pas encore éliminatoire, tu vois. On va attendre un peu les derniers matchs de poule quand ça sera un peu plus ouvert, quoi. Là, pour l'instant, moi, je suis un peu inquiet parce que le jeu, il est pas ouf. Euh, Et puis on verra bien, quoi. Euh, Je pense qu'on a compris. Ouais, t'as eu des petites décos, Zal, des Vous moments. m'entendez mal? Il y a des Voilà. fois, ça a bugué un peu, ouais, vite fait. Voilà, la fin, c'était un cratère, on est tous tombés dedans, quoi. C'est dur. Non, mais on a plus ou moins compris. On a plus ou moins compris. Bruce, pareil. Je sais que t'as pas aimé parce que ça, c'est le PSG qu'on n'aime pas voir. Hein, on est tous un peu pareil. Mais c'est vrai que j'imagine que t'as pas aimé voir le PSG comme ça, pris, agressé, sans solution et sans réponse. Bah après, le PSG en général, quand tu leur rentres dedans et que tu mets de l'intensité, etc., c'est ce qui peut dérégler la machine. On le voit C'est là où ils sont souvent. le moins bons, ouais. Ouais, ils sont un peu plus en difficulté. C'est sûr, quand ils peuvent faire leur jeu tranquillement, qu'ils ont le match à leurs mains, tout est plus facile pour eux avec les joueurs qu'ils ont. Donc voilà, c'est ça le truc. Et on l'a vu un peu contre la Juve aussi. J'ai toujours ce truc où en fait, c'est une équipe où, notamment en Ligue des Champions, c'est là que tu le vois, parce qu'ils ont peut-être un peu moins de marge aussi par moment, mais ouais, des fois, il y a un peu de suffisance. Je sais pas comment expliquer. Ils ont du mal à être constants sur tout un match, quoi. Tu le vois contre la Juve, où pour moi, ils peuvent les aligner, et au final, tu t'es pas loin. La Juve a des occasions pour revenir à 2-2. Alors que tu regardes le début de match, tu regardes tout, tu te dis ça va finir en tôle. Là, tu vois, ils mettent un peu de temps à rentrer dans leur match, ils sont en galère, et après, bon, bah, tu t'en remets un peu à des exploits individuels, ce que tu veux, mais dans l'ensemble, c'était vraiment pas un bon match. Donc c'est toujours cette constance dont tu as besoin en Ligue des Champions bah, pour aller au bout. Et tu le vois, même City, une équipe comme City qui n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, même s'ils s'en rapprochent, eux, j'ai l'impression que par moment, ils ont quand même moins d'absence dans l'ensemble que le PSG. Mais même eux, quand ils ont des petites absences, ça suffit pas. Tu vois, la LDC, sur ça, tu te Mm. fais punir instantanément. On le voit à City chaque année. Là, par exemple, la fin contre le Real, tu peux prendre très cher trop vite à ce stade. Donc c'est là-dessus que le PSG doit aussi progresser au-delà de certaines failles qu'on a évoquées avant. C'est que déjà, ils doivent avoir de la constance, beaucoup plus de constance, et être capable de jouer à un niveau égal quasi tout le match. Alors, tu peux pas être à un niveau égal, il y a des fois, tu as besoin de souffler un peu, etc. Mais au moins, pas trop baisser d'un coup, tu vois, essayer de rester le plus proche possible de ce niveau. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est là où ça pêche, tu peux prendre trop cher trop vite. Non, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, quelque part, t'es obligé d'avoir un certain standard. Enfin, quand t'arrives, d'avoir un certain standing, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, le club en face va te rentrer dedans. Enfin, en théorie, c'est une certitude. Mais c'est vrai que t'as aussi besoin dans cette saison d'anticiper, de calculer. Peut-être qu'il y a eu un peu de ça aussi. Peut-être que les mecs, inconsciemment, ils sont sortis de leur match. Je sais pas, hein. J'essaye de trouver des circonstances un petit peu. Et d'ailleurs, une autre circonstance sur laquelle je voulais vous interroger, vous allez peut-être avoir l'impression que je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'on peut parler de l'état du terrain? Est-ce qu'on peut parler de la chaleur qu'il y a eu dans ce match-là? Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer sur ce match, en tout cas sur la prestation du PSG, Kanto? Je te laisse commencer. Oui, évidemment que ça joue toujours. On sait que les terrains, déjà, tu as la taille du terrain qui va souvent influer. Ensuite, tu as la qualité de la pelouse. Après, tu as un terrain arrosé ou pas. Parce que j'ai compris, le terrain n'était pas en condition idéale et surtout n'a pas été arrosé. Donc, ça ralentit particulièrement le jeu pour une équipe comme Paris qui aime beaucoup prendre des profondeurs.
avec les latéraux comme Hakimi, Mendes et notamment les flèches qu'il peut y avoir devant avec Neymar et Kylian Mbappé, évidemment que ça a pu les gêner. Après, est-ce qu'on peut se cacher derrière ça pour expliquer les performances? Je pense que tu as un côté oui, tu as un côté non, ça reste un argument quoi qu'il arrive qui peut justifier la performance du PSG, pas à 100%, pas totalement, mais après c'est comme je l'ai dit, même si le PSG n'a pas été flamboyant, c'est quand même un PSG qui rentre avec 3 points, c'est un PSG qui est toujours invaincu, qui gagne tous ses matchs. Et oui, pour moi, ça allait chercher un petit peu la bébête que de parler du terrain, même si oui, comme tu l'as dit, il y a toujours une part de vérité là-dedans. Ok. Très très bien. Bon, après, c'est vrai que quelqu'un le signalait sur le chat, mais le PSG a quand même gagné, hein, parce que là, on est Bah presque oui, en train. évidemment. On est presque comme Ça si fait on peur, parlait d'une honnêtement, défaite là. ça Hein. fait peur. C'est pour ça peur un que peu je quand peux même. pas être défaitiste. Moi, je suis un... Zal, oui. Moi, je suis un peu inquiet parce que je vois pas. Je voyais une petite évolution au niveau du dispositif au début et pareil. ils ont fait un très bon début de saison. Ça jouait très bien sur les premiers matchs. Ouais. Donc, je m'étais dit, ok, peut-être il est en train de se passer quelque chose et en plus, c'est que le début et du coup, ils vont apprendre à maîtriser encore mieux le dispositif, notamment défensivement pour laisser moins d'espace, tu sais, entre la défense, les milieux de terrain, etc. Je m'étais dit, ça peut aller que dans le bon sens. Le truc, c'est que force est de constater que depuis, bah, ça a pas trop progressé et limite, t'as l'impression qu'ils sont un peu plus en difficulté, bizarrement. Donc, moi, c'est plus ça où j'ai une réserve quand même. C'est que j'attendais une évolution et j'ai l'impression que ça a été stoppé, cette évolution. Donc, Ok. Bon, en tout cas, ouais, il commence à y avoir quelques réserves avec le PSG. C'est vrai que le début de saison, il y avait beaucoup d'enflammades. On est tous d'accord, on l'a tous vu. Maintenant, on verra si ça va continuer comme ça. Oui, Zal. On verra bien contre Lyon ce que ça donne, mais moi, franchement, je les trouve en régression, quoi. C'est compliqué, hein. Ouais, moins bon. Ok. Ah bon, clairement. Très bien, on enchaîne, messieurs, si vous le voulez bien. Il y a un match dont on devait absolument parler. Après, bien sûr, si jamais vous voulez revenir sur un fait marquant là dans cette journée, dans cette deuxième journée, on peut le faire sans aucun souci. Mais il faut parler de ce Bayern-Barça. C'était quand même la plus belle des affiches, hein, très clairement. Et donc, comme je le disais en introduction, on a vu un Barça vraiment séduisant. On a vu que le Barça avait évolué pour le coup, au contraire du PSG. c'est pas Théo Malgré la Hernandez, défaite- par contre. Théo Hernandez, il joue dans le plus grand club du monde. Pardon ? Non, je dis c'est pas Théo Hernandez, par contre, parce qu'il y a écrit, c'est parmi les buteurs. Ils ont ça a oui, confondu oui. avec le Refton. Non, c'est Lucas Hernandez. Oui, on a vu en tout cas un Barça qui, malgré la défaite, voilà, était meilleur. Et surtout, le sentiment qui a l'air d'être un peu dans l'air, c'est que cette défaite, et je sais que vous aimez pas ce terme, mais cette défaite, ça a l'air d'être une défaite un peu encourageante. On a l'impression que si jamais derrière l'essai est transformé, si le Barça réussit à faire une belle Ligue des Champions, on a l'impression que cette défaite-là, on va pas non plus la retenir plus que ça, quoi. Est-ce que c'est ce que vous retenez aussi, Kanto ? Ce que je retiens, moi, c'est que deux choses. C'est que le Bayern, déjà, montre qu'en Europe, ils répondent présent, même si le Barça a eu énormément d'occasions. Mais c'est vrai que ce Bayern-là avait un petit peu plus de difficultés en championnat. Donc, le Bayern a quand même montré qu'ils étaient capables de concrétiser leurs actions et de montrer, comme d'habitude, leur sérieux face à une équipe comme Barcelone. Et du côté de Barcelone, oui, on a vendangé, mais c'est vrai qu'il y a que de qualité. Et comment dire du mal de cette équipe-là qui, certes, s'est inclinée face à un petit peu sa bête noire, mais c'est une équipe qui revient du néant avec ce qu'il proposait la saison passée et ce qu'il propose cette saison. Oui, comme tu l'as dit, le terme défaite encourageante, c'est nul, mais on peut dire que le FC Barcelone peut être rassuré par la suite. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose au FC Barcelone pour devenir un grand d'Europe. On est pas très loin, quoi. Bruce, t'es comment, toi, quand tu vois ce Barça ? C'est un peu ça. Est-ce qu'il y avait mieux à faire déjà sur ce match ? J'imagine que oui. Quand tu vois la première mi-temps, je veux dire, c'est à la fin de la première mi-temps, ils doivent au moins mener, même s'ils mènent 2-0, il n'y a pas de scandale. Donc voilà, mais après, c'est ce que je disais aussi quand je parlais avec mon chat, c'est comme d'hab, c'est le haut niveau, hein. Faut mettre tes occasions, sinon derrière tu regrettes et tu te fais punir, c'est comme ça. Et le Bayern, eux, ils ont très bien su le faire. Voilà, dès le début de la deuxième mi-temps, avec ce but, un deuxième but qui va suivre. Donc, il n'y a pas d'excuse là-dessus. Après, oui, moi aussi, j'ai du mal un peu avec les trucs encourageants et tout, mais tu sens qu'ils ont quand même comblé un peu le retard. Ouais. Voilà, tout n'est pas parfait et je pense que là aussi, c'est assez psychologique, même s'ils sont bien rentrés dans le match que tu veux.
Voilà, c'est des occasions qu'ils auraient sûrement mises contre d'autres équipes en Liga ou ce que tu veux. Mais là, tu joues le Bayern, t'es au Bayern, c'est la Ligue des Champions, tu trembles un peu plus. Du coup, bah, ces actions, tu les mets pas. Et derrière, Exactement bah, ça. tu le payes parce que c'est le niveau Ligue des Champions et t'es au Bayern. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que tu peux un peu capitaliser là-dessus. Et maintenant, on verra le match retour au Barça. S'ils arrivent à faire un résultat positif, parce que s'ils perdent là par contre ça sera pas fou, mais en tout cas ils ont montré notamment grâce à la première mi-temps qu'ils en avaient les moyens, parce que ils ont quand même fait très très mal à cette équipe, mais bon après c'est le foot, je vous apprends rien. T'as des occasions c'est bien, mais les mettre c'est encore mieux, donc voilà, il y a pas d'excuse à ce niveau-là, le Bayern eux, ils ont été beaucoup plus réalistes et c'est ce qui a payé. Non, mais on avait beaucoup parlé voilà, de matchs test pour le Barça, et à juste titre, parce que c'est là où on les attendait, et c'est ce qui était censé venir confirmer un renouveau, en tout cas du côté du Barça. Et moi, personnellement, je pense l'avoir vu. Je pense qu'on voit que le Barça est sur le bon chemin et que, en tout cas, Xavi a des solutions, ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques mois en arrière. Tu sentais que c'était un peu plus compliqué justement pour voilà, rien que trouver un 11. Là, tu sens que tu as peut-être un peu plus de valeur sûre dans ton équipe. Après, je reviens sur ce que tu as dit, Bruce, et je trouve que c'est tellement vrai. Je pense que quand tu arrives en Ligue des Champions et que tu sors quand même d'une période de convalescence... Surtout contre le moi, Bayern, qui t'a giflé oui, plusieurs fois ces derniers temps, tu vois ce que je veux dire? C'est oui. un peu le boss final pour eux ces derniers temps, faut être honnête, tu vois. C'est Oui, ça. je crois que ça s'est un petit peu vu là en fait. Ça s'est vu que c'est une équipe qui a encore des choses à améliorer, des choses à retrouver, des sensations même peut-être à retrouver. Parce qu'on va pas se mentir, un Barça comme ça, un Barça de la grande époque, tu fais le même match avec la même confiance que tu avais avant. Ce que Pedri rate là sur la deuxième période, il te le met. Lewandowski, pareil, je pense qu'il te la met au fond Il en a 100%. bouffé, ouais. Il en a bouffé quand même quelques-unes. Et je pense aussi que le Bayern, quelque part, c'est aussi le fruit de toutes ces années. C'est le poids du Bayern. Je pense que c'est une équipe qui te fait presque déjouer, en fait, parce que tu veux tellement marquer et t'es tellement jamais sûr de marquer contre eux que voilà, ça te fait passer peut-être quelques centimètres à côté. Donc oui, je pense que ce match-là, il est un peu à l'image des deux équipes. T'as une équipe qui, avec ses bons résultats récents, réussit quand même à s'en sortir alors qu'elle a été bien bousculée. Et de l'autre, t'as une équipe qui a besoin encore de retrouver certaines choses avant de Et revenir pourtant, le Bayern, sur le devant, quoi. ils sont un peu dans une période de doute parce qu'ils restaient sur pas mal de nuls en Bundes. Oh, nul, hein, Ça je allait crois. moins bien. Ça allait Et moins tu bien. le sentais aussi en première mi-temps, quand le Barça les bousculait, allait les chercher haut, notamment avec Gavi, Pedri, etc. Ils récupéraient énormément de ballons. Il y avait beaucoup de déchets, ils provoquaient beaucoup de déchets chez le Bayern. Et tu sentais qu'eux aussi n'étaient pas en full confiance, peut-être aussi à cause des résultats précédents. Et parce que le Barça aussi allait les chercher haut et ça leur posait des problèmes, tu vois. Donc c'est là où c'est très dommage pour le Barça parce que pour le coup, tu sentais qu'il y avait vraiment un très gros coup à faire, notamment grâce à la première mi-temps, mais ils n'ont pas saisi leur chance. Zal, je crois que tu voulais réagir aussi. Hein. Bah non, bah regarde, c'est vrai que Barcelone ont mieux joué. Moi, j'ai juste regardé le résumé. Mentir, il y a du mieux largement. Mais après, c'est le Bayern. Hein. Le Bayern, je sais pas depuis quand ils n'ont pas perdu à domicile. Je crois que c'est de les avoir En battus. poule, Ça fait déjà un petit en moment qu'ils poule, n'ont ils pas sont perdu sur à une série de domicile en ouf. Ligue des Champions. Ouais, tu vois. Et donc sur ça, moi j'avais mis le Bayern vainqueur, en sachant qu'en plus, le Barça ont pris le meilleur attaquant du Bayern. Donc ils avaient quand même un petit avantage psychologique là-dessus. C'est la culture de la gagne, c'est comme ça, c'est le Bayern. Donc Je suis d'accord. T'as coupé Complètement. Zalou. c'est pas humiliant pour le Barça d'avoir perdu. Ils ont montré du bon jeu, mais ouais. Ah, c'est chiant. Ça va là en 30 ans, mais En des fois 30 ans, ça ouais. coupe. Ouais. C'est pas humiliant pour le Barça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça aurait pu passer, mais le Bayern, c'est le Bayern. C'est comme ça. Mm. Donc après le Barça, je pense qu'ils auront peut-être plus de chances de gagner à domicile. Là, par contre, ils peuvent gagner contre le Bayern. Je mettrais sûrement le Barça favori à ce moment-là. Mais pour moi, c'est la logique, quoi. C'est le Bayern. Il y a, si je peux me permettre, Zal, un petit débat qui est en train de naître là en ce moment, parce que vous l'avez Ouais. tous vu depuis le début de la saison, c'est surtout Sabitzer qui était aligné au milieu de terrain aux côtés de Joshua Kimmich.
Mais hier, il y a eu l'entrée de Goretzka et son entrée, elle a été particulièrement remarquée parce qu'elle a été très très bonne, son entrée. Alors, de quel côté est-ce que vous vous placez, vous? Est-ce que pour vous, Goretzka doit reprendre sa place parce que c'est le meilleur, il a quand même plus de talent peut-être qu'un Sabitzer, hein, à voir, mais en tout cas, c'est peut-être lui qui... à la cote, à la carte, à ce poste-là, ou est-ce que justement Nagelsmann doit continuer à faire confiance à Sabitzer, qui était quand même sur de belles prestations ces derniers temps, on l'a vu, et je crois que c'est toi qui disais ça, Bruce, mais Kimmich avait l'air de dire qu'il se sentait peut-être un peu mieux à côté de Sabitzer. On en a beaucoup entendu parler de ça. Vous en pensez quoi, vous, Bruce? Non, mais le truc, c'est que Goretzka, oui, ça a Oui, on été... sait qu'il était blessé, désolé Bruce, ça mais a on été- sait qu'il était blessé, qu'il revenait de blessure. On le Non, sait. mais Goretzka, ça a été le game changer, très clairement. Ouais. Donc là, en fait, quand il rentre, etc., tout de suite, il t'apporte un truc en plus, notamment sur le jeu vers l'avant, et il leur a fait très mal. Il leur a fait très mal au Barça. Donc pour moi, Goretzka, si tu l'as au top, etc., à 100%, pour moi, il y a Sabitzer tranquille, c'est mieux pour lui, parce qu'on sait qu'au début, ça a été très compliqué avec le Bayern, on va pas se mentir. Mais pour moi, Goretzka, c'est Goretzka. S'il est au top, il n'y a pas photo. Enfin, c'est un très très bon joueur qui est capable de faire énormément de choses. Et là, on l'a vu qu'il a fait énormément de bien au Barça, tu vois, au Bayern. Bayern, Et ouais. très mal au Barça. Sabitzer, ok, c'est bien, c'est un bon joueur, pas de souci. Mais là, on sent que quand tu es en difficulté, peut-être le niveau s'élève un petit peu. Bon, Goretzka, tu sens que tu peux compter sur lui. En général, les gros joueurs, c'est dans ces matchs-là aussi que tu les vois. Il n'y a pas de doute en tout cas sur le chat. C'est Goretzka à 95%. Kanto, t'es d'accord avec ça aussi, toi? Ouais, après, moi, je suis un vendeur de Sabitzer, donc j'adore le joueur. Donc, J'aime bien ce donc, genre aussi, moi. Donc, ouais, c'est une question difficile, mais comme l'a dit Bruce, à son top niveau, Goretzka, c'est quand même aberrant de ne pas le mettre titulaire. Et même si Sabitzer fait un gros travail à côté de Joshua Kimmich, si t'as un Goretzka en forme, il n'y aura pas photo. Après, ça va dépendre aussi des équipes, ça va dépendre de l'équilibre de l'équipe. Pourquoi pas mettre un Sabitzer en début de match et essayer de décanter une situation avec Goretzka. Bon, voilà, on va voir comment on va gérer le coach du Bayern, mais à niveau, à forme égale, Goretzka est quand même un cran au-dessus. Après oui, il faut aussi le dire. C'est vrai que Goretzka, c'est un joueur qui peut être quand même pas mal sujet aux blessures. On sait que voilà, il a aussi quelques fragilités, même si moi je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il est au top, il y a même pas de débat, il y a pas de question qui se pose. Mais c'est aussi ça la machine du Bayern, c'est que tu as des joueurs, même s'ils n'ont pas le même niveau, même s'ils n'ont pas le même talent, tu sais que tu peux compter sur l'autre si l'un est défaillant. Donc je pense que donner du temps de jeu à Sabitzer, c'est aussi c'est pas une mauvaise chose. En fait, moi j'y vois comme d'habitude avec le Bayern, c'est cette forme de il nous en manque un, t'inquiète pas, on a la doublure, tu vois. Et j'y vois même pas un problème parce que j'en ai vu beaucoup s'exciter sur la question. Mais en fait, faut prendre le truc, je pense, dans l'autre sens. C'est t'en as deux et tu sais que chacun a ses qualités, les deux apportent. En vrai, t'es gagnant dans tous les cas. De toute façon, c'est la philosophie du Bayern. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien, qui est avec nous, qui est supporter du Bayern, justement. Il va venir nous parler de ce match. Aurélien, est-ce que t'es là? Oui, je suis là. Ouais, bienvenue. Salut. Salut à tous. Salut. Bienvenue. Salut Aurélien. Salut. Merci. Bienvenue à toi dans Hors-jeu. Alors évidemment, tu vas nous donner ton avis sur le match, mais sur ce débat-là précisément. Comment est-ce que les choses elles ont évolué entre Goretzka et Sabitzer? Donc on le rappelle, il revenait de blessure. Et comment est-ce que Nagelsmann gère tout ça? Alors en vrai, pour revenir sur le débat Goretzka-Sabitzer, honnêtement, je pense que ça dépend des équipes, à savoir qui mettent titulaire. Contre Barcelone, le choix aurait plutôt dû être sur Goretzka. On l'a bien vu que Sabitzer a eu du mal en première période, même si en soi il a pas été si mauvais que ça. Mais ça dépend des équipes. Pour moi, si on joue sur un bloc bas, pour moi, il faut mieux mettre Sabitzer, je pense, parce que Sabitzer joue en 6, il joue reculé derrière Kimmich, et du coup, ça permet à Kimmich de jouer en 8. Du coup, ses capacités sont meilleures en 8, vu que Kimmich, défensivement, c'est pas très très bon en 6. Et c'est quand Goretzka est titulaire, en fait, Kimmich joue en 6, et ce que j'aime pas trop forcément. Kimmich est un peu plus limité en 6, je pense. Du coup, ça dépend des équipes, je trouve. Ah, ça reste quand même un très bon 6, Kimmich, même si je sais que c'est pas non plus, il fait pas partie des meilleurs de tous les temps. Sûr. Mais ouais. Moi, ce que je lui reproche plus, c'est ses qualités défensives, en vrai, en tant que numéro 6. Oui, tu sens que c'est pas son... cohérent. Ouais.
c'est quand même très cohérent de mettre Sabitzer en 6 face au Barça, là où tu sais où tu vas avoir un milieu de terrain avec énormément de densité en face, et derrière de faire entrer Goretzka pour venir casser ces lignes-là et venir emmerder ce milieu de terrain quand ils sont plus tout à fait capables de répéter les mêmes efforts. Et ça a été là le travail de Sabitzer, à savoir essayer de faire les efforts, de tenir, et son travail défensif a été fait à merveille finalement, même si bon ben voilà, on sait qu'après tu avais des Pedri, tu avais des joueurs avec beaucoup de qualité en face et c'est toujours difficile de matcher avec ce genre de joueurs. Moi je trouve que la finalité c'est que le plan mis en place de débuter avec Sabitzer qui a tenu la baraque et de faire entrer Goretzka pour casser les lignes, c'est une bonne chose. Ouais, c'est sûr, Goretzka, dès qu'il est rentré, il a mis beaucoup d'intensité. Forcément, on sait qu'il presse très très haut, Goretzka. Donc il a mis la pression sur les trois du Barça, ce qui a marché. Bah, tu le sentais, ils étaient Ouais. direct plus haut, ça récupérait les ballons plus haut, ils avaient moins cette liberté, le Barça qu'ils avaient en première mi-temps où ils dominaient là-dessus, tu vois, ils arrivaient à gratter des ballons assez haut, à vous pousser à la faute, ça a beaucoup été, ça a été moins le cas dès le début de la deuxième mi-temps avec Goretzka, c'est clair. Ah ouais, la deuxième mi-temps n'était pas pareille que la première, hein, clairement. Justement, peut- Aurélien, est-ce que dans ce match, t'as tremblé? Est-ce que t'as eu peur justement de perdre cette rencontre? Vous étiez à l'Allianz, vous étiez à la maison. Est-ce que le Barça, toi, t'as fait douter ou est-ce que t'avais confiance justement en ton équipe? Honnêtement, j'avais confiance, puisque même si le système ne me plaît pas, on a joué en 4-2-3-1. Ça fait Mhm. quelques matchs que Nagelsmann met un 4-2-3-1, ce qui plaît pas forcément, parce qu'on a joué en 4-2-2-2 depuis le début de saison, ce que je trouve beaucoup mieux. On a été beaucoup plus performant dans ce système-là, donc voir un 4-2-3-1 dès le début, ça m'a un peu saoulé honnêtement. Surtout qu'on a vu Mané sur l'aile gauche qui a fait un match. Je préfère même pas en parler de Mané sur l'aile gauche. I prefer not to speak. Je préfère not to speak. Il a mis Müller en 9, alors Müller, on est en 2022, Müller en numéro 9, non, du coup, hein, évidemment, du moins pas tout seul. Sané à droite. Bon, clairement, Sané à droite, on sait que c'est pas son meilleur poste. Il est beaucoup plus fort à gauche, tout simplement. Honnêtement, est-ce que j'ai tremblé? Il y a eu des actions qui m'ont fait trembler, notamment en deuxième, le poteau de Pedri. Et je pense qu'on aurait dû la mettre au fond, clairement. Oui. Je pense qu'il a dû trembler face au grand Neuer. Mais après, ouais, la première période était assez tendue quand même. On était dominé, elle m'a vraiment agacé la première période. Ça a été beaucoup mieux en deuxième. Ok. Non, bah écoute Aurélien, vu qu'on arrive sur la fin de l'émission, on va Est-ce que juste traverser. je pourrais Oui. rajouter un mot sur vas-y, trois vas-y. joueurs? Vas-y. Upamecano, Lucas Hernandez, vraiment absolument C'est vrai. incroyables. Ils ont Ouais. été absolument incroyables. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne chose, mais une mauvaise chose, parce que Pavard est sorti sur blessure. Bon, Ouais, rien de grave, Mazraoui, apparemment, ouais. il sera là ce week-end, mais Mazraoui, il a fait un sacré match hein, quand même. Super entrée de Très Mazraoui. bon. Hein. Je pense que Pavard a du souci à se faire avec Mazraoui comme ça. Hein. Ouais. Clairement. Ah. Je sais pas, parce qu'après, Et- des fois, Pavard, j'ai l'impression, je sais pas ce qu'il a, mais il est surkiffé, enfin, que ce soit avec l'équipe de France ou quoi, t'as l'impression qu'il a quand même toujours du crédit, un truc de fou, Pavard. Bah, hier, j'en parlais, j'étais avec des gars justement, j'étais invité pour une émission foot, j'en parlais avec eux. Et Pavard, c'est marrant, mais en fait, si tu regardes le type, il a quand même fait, il a fait les Hansi Flick, il a fait, il est titulaire en équipe de France. Quel que soit l'entraîneur, t'as l'impression qu'il a la cote oui. quand même, tu vois, c'est ça Et que oui. je veux dire. Et oui, parce Après, que il quoi fait qu'on du en bon dise, il se travail, fait quoi, tailler. aussi, donc. Ouais, Mais oui. c'est- Ah, bien sûr. Non, mais le mec se fait tailler, mais quelque part, tous les entraîneurs, en fait, Il y a une Pulisic, raison, tous les hein. entraîneurs, bah oui, ils lui font confiance. Donc en fait, moi je suis désolé, mais c'est trop facile de lui tomber dessus. Le Ça, mec, il est toujours convaincant. Donc voilà quoi. En plus, Deschamps aussi le joue arrière droit, mais il faut rappeler qu'arrière droit, c'est pas son poste. Hein. Défenseur central de base, Pavard. Hein. Non, mais Oui, oui, bien ce sûr, qui bien paye, ce qui paye pour lui, enfin, à l'inverse, tu vois, ce qui lui fait un peu de défaut peut-être, c'est que c'est pas le plus élégant et tout quand il joue sur le côté. Du coup, Oui. voilà, il souffre de la comparaison avec certains qui jouent sur les côtés, qui sont très beaux à voir jouer, très bons offensivement, etc. Il y a peut-être un peu de ça. Après, je pense que, voilà, encore une fois, moi, je suis pas un énorme fan de Pavard, je trouve pas éclaté non plus, tu vois, mais je voulais juste souligner ça, si tout le monde, à chaque fois, tous les entraîneurs, Ah oui. partout, tout le monde lui fait confiance, c'est que bon, Ah, force est bah de oui, constater bien que sûr. c'est quand même censé être des gens qui connaissent le foot, c'est qu'il y a aussi une Il est raison. bon, bien sûr. Oui, Non, oui. mais je pense que t'as pas besoin d'être élégant pour te rendre plus ou moins indispensable, tu vois. Si tu fais le taf et que t'es sûr sur les phases où on a besoin que tu sois sûr, bah mec, non, il n'y a pas de raison de t'enlever en tout cas. Après, c'est vrai que
L'entrée de Mazraoui, quand même, hier. Ouais, elle est assez exceptionnelle. Hein, quand même. Ouais, quand même. Hein, quand même. Franchement, Après, il c'est une a- entrée. Après, c'est une entrée, c'est le Barça. Voilà, faut Franchement, aussi en bien plus, reprendre les choses dans leur il a pas contexte. beaucoup joué, hein, il a pas beaucoup joué depuis le début de saison en vrai, quand même. Ouais. Il n'a vraiment pas beaucoup joué. Davis aussi a été très très bon. Oui. Musiala. Ouais, il a fait un bon match, même si c'est pas lui que j'aurais mis man of the match. En vrai, j'aurais plus mis Upamecano. Ouais, après c'était non, mais c'est vrai qu'Upamecano était bon. Après Musiala, c'est Musiala et Davis c'est en première mi-temps et notamment c'est vrai Ouais, que Dembélé, Rafinha, Dembélé, ça a il été était sur son compliqué pour côté à eux. Davis, il s'est fait manger la première période. Rafinha après ils ont Xavi l'a interverti. échangé, Ouais. et il s'est fait manger par Mazraoui en seconde aussi. Non, ça a été compliqué pour eux, pour les deux du Ouais, Barça. ouais. Mm. Ouais, Eh bien- j'aimerais qu'il remette son 4-2-2-2 quoi. Eh ben écoute, on en reparlera, Aurélien. Merci beaucoup d'être Ouais, passé. pas de soucis. Merci à Merci toi. ouais, Pas de on te soucis, rappelle, hein. viendra. On te rappelle. Bonne soirée à tous. Ciao, Salut à bonne toi, soirée. à très vite. Salut. Messieurs, peut-être voilà des petits mots à l'appel par rapport au match d'hier. Faut qu'on parle peut-être de cette passe magnifique et de ce but incroyable d'Erling Haaland, quand même. Je pense que c'est Ouais, le le but but de de la ce début de LDC, saison, hein. hein, très Ouais. clairement. Hein. Ah, il est assez incroyable ce but-là. Sachant que City, Pour moi, bon, c'est du Zlatan, quoi. oui, moi aussi, ça m'a fait penser un peu à du Zlatan, ouais, C'est un vrai. petit On peu parlait après. de Pas les Cruyff, mêmes joueurs, on parlait mais de ouais. Cruyff, mais c'est pas le même football, donc pour moi, Non, mais c'est le geste. Cruyff, ça, il avait mis Plus un... Zlatan. Il avait fait un geste un peu comme ça, Ouais, mais Cruyff. Zlatan, il en a mis des excès comme ça aussi. Oui, oui. Il en a mis. Hein. Ça fait très Ouais, Zlatan. non, ouais. mais Et la passe de Très- très beau Cancelo, c'est pas la première fois, hein, on a Ah, l'habitude avec lui, mais putain, les passes qu'il fait, lui. Modric, quoi. non, c'était pas mal du tout. Le Real qui s'impose face à Leipzig, de toute façon, on pourra revenir dessus hein, lundi. C'est vrai que là, on arrive sur la fin de l'émission. Valverde, très beau but une fois de plus, joli but. Ils ont été Ouais. en difficulté quand même, je sais pas si vous avez suivi un peu, vous avez vu bien le résumé et tout. Alors, En moi, première j'ai mi-temps juste le notamment, résumé, vraiment. ça n'a pas été si simple que ça, mais comme d'hab, le Real qui trouve toujours la solution et qui s'en sort. Et Valverde, ce que je disais, pareil, qui est en train de prendre une autre dimension depuis quelques temps, tu vois, il est devenu indispensable pour cette équipe, quoi. Je pense que ça y est, hein, je pense que lui, il est parti. Ah oui. Il y a eu son arrivée au début où il était assez impressionnant et après, c'est vrai qu'il avait perdu un petit peu en rythme, il brillait un Au- peu moins. Et il c'est est- vrai que là, en ce moment, était j'ai l'impression que blessé, ça y est, hein, hein. il y est, Il est hein, ça y est. temps. C'était Oui, il a un été peu, blessé. c'était un peu, et ça l'est toujours, parce que c'est son rôle, mais avant, tu sais, c'est un chien fou, mais avant, Oui. vraiment, t'avais du mal à le canaliser, ça partait Ouais, peut-être un peu trop ouais, dans tous ouais. les sens. Là, Ouais. tu sens que ça a mûri là-dessus, il est en train de progresser, etc. Il a progressé à tous les niveaux. Et voilà, il représente un peu l'équilibre de cette équipe, tu vois, il fait tellement de bien à cette équipe, et t'as l'impression Ancelotti, hein. T'as l'impression qu'il a un potentiel peut-être à marquer de plus en plus. Enfin, je te dis pas qu'il va te faire des saisons à 30 buts, tranquille, mais ces derniers temps, il prend confiance aussi là-dessus. Tu vois le but qu'il met plein de sang-froid. Tu sais, il fait la feinte, etc. Il enchaîne pied gauche. Tu sais, il a aussi ce petit truc, ce sang-froid, donc vraiment bluffant. Ouais. Non, mais il a beaucoup pris en maturité. Ça se voit, ça se ressent sur le terrain. Donc, victoire du Real. Et peut-être, Bruce, t'en as parlé au début, mais un petit mot sur l'AC Milan, sur ce match-là. Ouais, bah Au une, Zagreb. une poule compliquée, parce que Chelsea est dernier de la poule pour le moment après Oui, deux ils matchs. sont mal. Bah, avec seulement un point, parce qu'ils avaient perdu à Zagreb et ils ont fait match nul à la maison contre Salzbourg. Du coup, on sent que c'est une poule qui va être beaucoup plus compliquée peut-être que prévu pour les gros. Moi, je m'enflammais pas par rapport à Milan, mais je pensais que Chelsea, en tout cas, allait faire plus le job dès les premiers matchs. Donc, poule très serrée. Là, maintenant, il y a 2 matchs à venir contre Chelsea pour le Milan. J'espère qu'ils vont au moins en gagner un. Ça serait très bien, tu vois, en vue des 2 derniers matchs, et ils prendraient une sérieuse option pour la qualif. Donc à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, attention à Zagreb avec notamment Orsic qui fait beaucoup de mal, décisif contre Milan et contre Chelsea. Et pareil pour Okafor, tu vois, du côté de Salzbourg, c'est vraiment les joueurs plus dans ces équipes qui ont fait très mal face aux 2 soi-disant gros de la poule. Donc tu sens que ça va être un groupe peut-être beaucoup plus serré que c'était prévu en tout cas à la base. Donc attention, mais Milan en tout cas c'était important de gagner. C'est pas un match de fou furieux de la part du Milan, mais il fallait absolument le prendre avant de jouer de Chelsea. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Là, sur le, Oui, sur Kanto. le but de Orsic, c'est quand même un énorme travail de la part de Petkovic. Elle est passe magnifique. est très belle. Ouais. Ouais, elle a C'est- passé Je suis très belle. d'accord. Je suis d'accord. Mm, mm, Les c'est buts, clair. le but est très beau, très très beau but. Alors, messieurs, ce soir, c'est l'Europa League. Juste une petite analyse des cotes des clubs français. Monaco qui affronte Ferencváros à 18h45, c'est dans un quart d'heure à peine. Du coup, on va pas tarder à vous libérer, à vous préparer pour les matchs. 18h45 aussi, Nantes, vous affrontez Karabag à l'extérieur, Bruce.
C'est chaud. Vous êtes coté à 2,85 sur le site PMU Sport. On a aussi l'OGC Nice qui va affronter le Partizan Belgrade. On espère que ça se passera mieux que la dernière fois. Cette fois-ci, ça c'est à 21h. Et bien entendu, on n'oublie pas le Stade Rennais qui va recevoir sur cette deuxième journée d'Europa League et qui affrontera Fenerbahçe, club turc. Le Stade Rennais est coté à 1,68, l'AS Monaco à 1,40 et donc l'OGC Nice à 2,25. On va se poser tranquillement devant Nantes ce soir, Bruce? Bah là, ça va être dans la foulée, donc oui, Là, on là, va tout de suivre suite. ça tranquillement. Et bon, ça va pas être si simple que ça, parce que même Fribourg, bon, j'avais pas vu le match, j'avais vu le résumé, mais ils avaient gagné 2-1 à la maison contre Karabakh. Bon, là, c'est à Karabakh. Je pense que Nantes a un coup à jouer, tu vois. Je pense pas que c'est hors de leur portée, mais on sait que ça va pas être un match simple. C'est pas comme si Nantes avait une marge énorme aussi, mais en cas de bon résultat, en tout cas, ça serait de bon augure pour la suite. Au moins, ne pas perdre, tu vois, au minimum. Et s'il y a moyen d'aller chercher la victoire, bah, ça serait incroyable. Ça t'assurerait presque au minimum la 3e place, quoi, déjà. Donc, ça serait magnifique. On y croit. Et je pense que tout le chat sera derrière ce match, bien évidemment. Il va suivre ce match et sera derrière Nantes. Ça, j'en doute pas une seconde. Un chat acquis à la cause. Merci beaucoup Zal, merci beaucoup Kanto, merci beaucoup Brux. Je suppose que tu restes pas en live là, tu coupes ton live? Bah pour le coup, ouais, Reste. je pense que je vais aller voir Nantes parce que là il reste très peu de temps. Ok. Du coup les gars, je relancerai tout à l'heure après le match de ce grand club qu'est Nantes, si on est OK. Eh bien voilà, vous êtes tous prévenus. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour hors-jeu du lundi, bien entendu, avec les matchs du week-end. On reviendra aussi sur la Ligue des Champions, bien entendu, et on parlera un peu plus de l'équipe de France. C'est promis. Merci à tous. Salut. Merci, salut. Alors j'ai pas de Ciao. truc de fin, Et tout le monde. je refoule l'intro les gars. Ciao. Ciao à tous.